aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Salut Fred. Salut Xavier, sympa de te retrouver pour moi cette première fois en 2017 et sympa de retrouver les auditeurs. En effet, salut tout le monde, bonne année 2017. C'est vrai qu'on a un peu de retard cette année Fred, on est déjà en février. Donc bien occupé sur nos projets personnels, qui s'agit donc en fait d'écriture de livres dont vous êtes le héros. Oui, on s'était fait un petit défi et on avance petit à petit. On doit dire qu'on s'est pris au jeu. On met le doigt dedans et c'est vraiment sympa à faire. Après, bon, ça demande un petit peu de temps. Malheureusement, on a d'autres activités annexes, donc on avance et puis on tiendra informé du développement et surtout, on espère suivre le rythme en parallèle, n'est-ce pas, Xavier ? Ouais, c'est ça en fait. On a tous les deux des vies de couple plus travail. Hein, il faut l'entrée d'argent. Après cela, écoute, mon côté, moi, c'est l'écriture de ce livre, puis préparation du documentaire et en même temps, voilà, gestion du podcast. Et il y en a pas qu'un seul, bien sûr. Donc on se retrouve bien saturé, non ? Ouais, bon, faut se dégager du temps, mais la passion, ça ouvre toutes les portes et comme c'est vraiment un projet sympa, je pense que tu kiffes à écrire ça, moi aussi. Voilà, c'est un bon petit défi, puis on va se marrer. C'est ça, non, c'est absolument ça. Et puis aussi, c'est la motivation, comme tu disais, et puis qu'on a envie de faire quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire. Hein. Et puis si on se retrouve justement à se dire j'ai pas le temps, souvent peut-être qu'il y a une petite pensée à l'arrière de notre cerveau qui se dit mais j'en ai rien à foutre en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le faire. D'où l'excuse de se dire j'ai pas le temps, procrastination. Procrastination, j'ai bien eu pourtant. Qui s'installe, ça c'est très dangereux. Je sais que toi Fred, t'es beaucoup moins console que moi, donc de mon côté, moi c'est un peu la drogue bien dangereuse, la PlayStation dans le salon, qui est là, viens jouer, et je viens jouer. Non, faut que j'ai des choses à faire. Faut que je me concentre. Ouais, mais je te comprends parce que je suis pas très console, mais à cause de toi là, je suis en plein mode XCOM là, j'ai pas lâché mon ordi depuis une semaine, donc je sais très bien de quoi tu parles. Le mec il m'a fait cracher ma bière quoi. C'est de ma faute ça, c'est vrai. On se fait des petites parties de XCOM en ligne. Si ça plante pas, Fred, hein. Oui, ça plante pas mal. Mais bon, voilà, on est bien heureux de ce que l'on fait. Alors, auditeurs, si vous vous souvenez, précédent podcast, on avait dit avec Fred, voilà, qu'on écrirait un livre ensemble. Et ce qu'on fait finalement, c'est qu'on va écrire chacun de notre côté un livre solo avant de travailler ensemble, histoire de bien se préparer, de se trouver un petit peu notre talent, c'est un peu une sorte d'exercice, comme tu disais, Fred. Oui, et puis se familiariser avec les mécanismes particuliers du genre. Vaut mieux qu'on les connaisse déjà tous les deux avant de se lancer dans un truc commun, c'est toujours plus difficile. Donc, non, mais là... Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Oui, donc là, en plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, on est parti dans deux directions complètement différentes. Ah ouais, écoute, pour pas spoiler, hein, ne pas trop dire, autant réserver toute la surprise quand on arrivera à publier les livres, mais je pense qu'on peut dire quel sujet ça traite, hein, chacun. Oui, au moins l'univers, on va dire. Ouais. Alors vas-y, commence toi, c'est quoi l'univers de ton livre ? C'est parti sur une recommandation de ta part et tu m'as dit pourquoi tu ferais pas quelque chose de post-apocalyptique et donc moi je suis parti dans pas dans le post-apocalyptique mais dans l'univers on va dire SF un peu pas space opéra mais oui on va dire la SF ou dans une civilisation qui a eu une apocalypse et qui se retrouve avec une technologie inférieure et qui doit reconstruire une nouvelle civilisation sur les bases de l'ancienne et pour l'instant je n'en dirai pas plus. Donc oui, de la science-fiction post-apocalyptique mais pas post-apocalyptique proche on va dire. De mon côté, ça va être encore plus court que toi. J'ai vraiment envie de rien spoiler du tout, zéro. C'est du sword and sorcery. Attention, pas de l'heroic fantasy. Je sais pas s'il y a une définition sûre et certaine, la différence entre les deux. On va pas chipoter.
Ouais, pour moi la différence c'est quand je dis Heroic Fantasy, je vois ça comme haute magie, ce qui veut dire des mages qui balancent de la magie partout, l'univers est quand même bien rempli, un peu comme Donjons et Dragons, tu sais, la magie est permanente, les épées magiques, les artefacts, les items arcaniques. Alors quand je dis Sword and Sorcery, en fait, je vois ça un peu plus comme Pfeiffer des Grey Mauser, ou en français, ça. Fred le souricier gris, ouais. Le cycle des épées. Ouais. Le cycle des épées. Donc, bas magie, en fait, dans mon univers. Voilà. Donc, j'en dirai vraiment pas plus. On continue à écrire, on avance bien. Hein, on a appris justement, avec toutes les ressources qu'on a sur Internet. Après, on a écrit des paragraphes, c'est vraiment parfait. Il y a d'autres écrivains justement qui ont beaucoup d'expérience là-dedans, qui nous disent attention de pas faire ces erreurs-là. Des vidéos YouTube gratuites pour nous montrer. Donc, c'est assez chouette comme univers, quoi. Il y a beaucoup d'aide dans la communauté d'écrivains. Et Fred, écoute, je me baladais hier sur notre, on a des groupes Facebook dans lesquels on participe, hein, tous les deux avec le podcast. Dans l'un des groupes, les livres dont vous êtes le héros sur Facebook, j'ai vu qu'un des membres, Pierre Lacombe, a posté donc une annonce sur un logiciel en ligne qui s'appelle Celestory, qui aide à la création, aide et beaucoup plus, qui donne des outils à la création d'histoires de choix multiples. Donc voilà, écoute, je pense qu'on va se renseigner un peu plus là-dessus, on va voir, malgré qu'on on connaissait pas celui-ci. Non, on connaissait pas du tout, on en a fait pas mal, je veux dire, moi je suis passé par carrément le logiciel de création, au début moi je faisais du code, je faisais tout sur internet pour voir si ça fonctionnait, les paragraphes, et je t'admets que je suis passé rapidement à utiliser d'autres logiciels, hein, comme Lucidchart, qui marche très bien. Et toi, c'est quoi celui que tu utilises, Fred? Pas Lucidchart, mais... oui, donc là, c'est Mindauto. Mindauto, ouais. Mindomo, ouais. Mindomo. Bon, c'est du bricolage, ça, mais pour l'instant, ça me suffit. Ouais. C'est ça, ça nous aide, en fait, à savoir si tout est bien relié. Mais au début, je faisais du Twine, donc j'ai appris tout petit peu de code. Si je me trompe pas, c'était du JavaScript. Twine, et puis aussi à utiliser le logiciel de code des jeux Infocom, donc les textes aventures qui étaient Inform. Inform, ça aide beaucoup. Le problème, c'est que je me retrouvais comment dire, je prenais beaucoup de temps à créer du code, à écrire des lignes de texte, à tout rattacher, et pour moi, c'était une tâche en plus à exercer. C'est quelque chose, oui, tu vois, je pense pas que, c'est pas la forme la plus simple, c'est sûr. Ouais, ça prenait du temps, donc je suis vite fait passer chez Lucidchart, et Lucidchart, en fait, ça fait des charts pour tout, que ça soit Coupe du Monde de sport, pour savoir quelle équipe se confrontera à laquelle en division, ou réunion, post-production de films de n'importe quelle société même, et bien sûr, ça marche parfaitement pour la création de livres dont vous êtes le héros. Très bien fait. Donc voilà, écoutez, si Fred, je pensais qu'on pourrait partager un petit peu, pas qu'on en sait énormément, on est loin de maîtriser le sujet, hein, contrairement à beaucoup d'autres écrivains, je suis sûr qu'ils nous écoutent, qui ont beaucoup plus de savoir là-dessus, mais voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les outils que l'on discute, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à bureau@to-seti.org, et puis on pourra vous envoyer les URL, les références qu'on utilise, et vous en dire un peu plus, voilà. Si cela peut vous arranger. Fred, yep. Ouais. Yep. C'est parti. On attaque ce numéro 36 du podcast. 36, hein. Bientôt, ça va rattraper nos âges. Oh merde, c'est pas bon ça. Toi, ça t'a rattrapé, hein, je crois. Dépassé même. Ouais. Bah, c'est bien dépassé depuis un petit moment là. Merde, on repart autant que ça. Genou. Pas autant. Alors, discutons avant tout, Fred, de la couverture. Alors, tu sais quoi, on a même pas discuté du livre qu'on allait attaquer. Je sais que sur notre page, il y a l'appel de Toulouse qui est supposé être notre prochain livre. Auditeur, excusez-nous, hein, je me suis pas mis à jour sur la page web. Il faut que je contacte Jean-Michel justement, comme ça avec lui qu'on fait tout ce qui est horreur, épouvante, surtout Lovecraftien. Mais avec Fred, voilà, pour ce début d'année, on va attaquer un petit peu les romans science-fiction des livres dont vous êtes le héros. Et pour ça, pour ce numéro 36 du podcast, nous allons attaquer la galaxie tragique. C'est quoi le titre anglais déjà ? Starship Traveler.
Ouais, qui est quand même plus sympa que Tragic. Je sais pas pourquoi. Starship Traveler en traduit, ça donne le vaisseau voyageur. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Alors la galaxie, ouais, je t'admets que j'aime beaucoup le titre français. Hein. Ça fait, je sais pas, moi ça me parle pas la galaxie tragique, c'est-à-dire quoi qu'il y a une tragédie, un drame shakespearien dans qui se passe. Je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est shakespearien, c'est tragédie grecque, quoi. Je sais pas si ça rend la chose plus épique. Alors je dis pas que ce ne l'est pas en anglais, mais le fait de mettre le mot galaxie et tragique ensemble, c'est une association que je vois très rarement en fait. Donc je sais pas, moi ça m'a toujours attrapé depuis le début sur l'imagination. Moi, je pense qu'à l'époque, il y a un film qui devait porter à peu près le même titre et le traducteur, il s'est pas fait chier dans les années 80. Oh. Je trouve que ça sonne pas du tout la galaxie tragique. C'est la traduction qui est tragique, ouais. Bon, bref. Allez. Alors, discutons, avant d'ouvrir le livre, discutons de la couverture, Fred. Ouais, alors moi, on va encore en parler de nos chers amis de White Dwarf, mais moi, ça m'a fait une ambiance Blood Bowl, tout de suite. Ce côté tenue sportive, armée, bon là. Tu nous fais une petite description visuelle avant d'entrer dedans. Ouais, donc en fait la description, c'est qu'on voit un espèce de robot qui est assez gigantesque qui se combat contre 3 humains. Il y en a un qui est déjà au sol, il y en a un qui court vers lui et un qui est déjà en corps à corps. Et en fait, je viens de la comprendre la couverture en la regardant tout à l'heure parce que je la trouvais un peu confuse. Mm-hmm. Et en fait, comme les 3 humains sont alignés dans la même perspective, des fois, on a 2 têtes, 3 bras, on sait pas trop de quel bras ça vient. Mais ouais, en fait, elle est assez dynamique. Je lui reprocherais juste un petit problème de perspective. Mais par contre, moi, je la trouve que la couverture, pour le coup, est beaucoup plus parlante que le titre. Moi, la couverture, je la trouve sympa. On a un petit côté... en fait, on voit bien qu'on est dans une arène, donc il y a un petit côté gladiateur du futur, donc qui fait un peu bizarre, connaissant après l'histoire en elle-même. Mais moi, la couverture est sympa, le titre pourri. Je trouve, ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de perspective parce que donc sur les 3 humains qui sont en train de s'attaquer à ce robot qui a en fait de très longues jambes avec un buste assez rond, une tête de soucoupe volante, tout droit sorti des années 20. Le personnage le plus proche en fait qui est en train d'agripper le robot, il tient une masse avec des pics aux extrémités, mais à cause de la perspective, on dirait que c'est son bras. Oui, puis en plus, même le bras qui agrippe le robot, en fait, moi je pensais qu'il était plus loin. C'est quand j'ai vu le bras du mec toucher le robot, je fais, ah bah non, en fin de compte, ils sont corps à corps. Donc je sais pas, il y a un petit problème mais bon, hein, ça reste dynamique, ouais. Elle est très dynamique sinon quand même. Elle est très très dynamique, ouais. Et assez intéressant les armes qui sont utilisées. Alors déjà, ouais, comment sont équipés les personnages, on dirait du Valero, c'est des hommes très très musclés, la perfection anatomique. Et puis il y en a un qui tient une sorte de baguette magique. Mais non, pas magique, c'est une baguette laser ou une baguette, oui. Je t'admets quand même là, tu vois, ouais, c'est pas faux. Après, ça me fait penser à une baguette magique parce qu'on dirait un bout de bois, tu sais, à la Gandalf. Mais quand tu vois les extrémités, donc il y a un sorte de noyau, on dirait des atomes qui circulent autour. Mm-hmm. Donc ouais, couverture assez chouette, très pastel, couleur très très claire. On a donc c'est au loin, on peut voir une perspective. On est dans une arène, hein, et comme le robot est assez grand, on a une contre-plongée et on voit bien le ciel en fait qui est d'un bleu clair avec une lune au loin, un tiers d'une lune même. Et puis des sortes de nuages pastels qui couvrent l'atmosphère. Et bien sûr le titre qui se trouve tout au-dessus dans la galaxie. Couverture assez chouette, Fred. Franchement, alors, ce livre-là, c'est une grande inspiration de l'univers de Star Trek. Alors ça c'est clair. En fait, au début, quand tu vois le bouquin, t'es pas sûr à 100%, mais ça vient très vite flagrant en fait, tout simplement parce que c'est le principe du vaisseau, avec toi t'es le capitaine qui est à la tête du vaisseau, qui est parti dans l'exploration de l'espace. T'es entouré d'un équipage distinct, donc il faut tirer les caractéristiques, ce qui est un peu une nouveauté aussi dans le jeu. Et cet équipage-là, donc il y a l'équipier scientifique, médical, ingénieur. Donc tout ça, ça fait penser forcément au personnage de Star Trek. Complètement. Là, on a Spock, Bones, Scotty. Ouais. Jota, Sulu. Donc la première, on parle de Star Trek, la première version, bien sûr, la référence.
Et oui, puis même après, on verra tout de suite que, alors là, c'est le cliché ultime, c'est qu'en fait, pour se rendre sur les planètes, ils se télétransportent. Donc ça, c'est quand même un des grands trucs de Star Trek, qui bon, c'est pas le seul à avoir utilisé, mais c'est sa marque de fabrique. Donc là, du coup, on sait que c'est beaucoup basé sur l'univers de Star Trek, voire quand même que c'est une sorte d'hommage quelque part. Et après, moi, Star Trek, sans être vraiment fan, c'est quand même un bon représentant du space opéra, qui est quand même on va peut-être dire le mouvement de science-fiction le plus connu ou le plus populaire. Qu'on pense à Star Trek, Star Wars et beaucoup d'univers qui reprennent les thèmes, sachant qu'en fait le space opéra, c'est juste dire qu'en fait l'espace, il y a des forces et des forces qui s'affrontent, qu'il y a une géopolitique et qu'en fait le monde est plus compliqué et souvent la race humaine n'a pas forcément ou bien le beau rôle ou elle n'a pas un pouvoir suffisant pour se faire entendre, donc du coup donc c'est un peu ça les ambiances space opéra. Et donc, c'est très différent de Star Wars par exemple. Star Wars on est beaucoup il y a le bien et le mal, pendant que dans Star Trek il y a énormément de matière grise. Oui, après, je parlais juste des thèmes du space opéra, mais c'est sûr qu'après Star Trek et Star Wars se ressemblent pas. C'est vrai que Star Wars est un peu trop dichotomique, mais même si ça tend à changer dans les derniers épisodes. Mais bon, le space opéra, on va dire que c'est connu, et donc là, c'est un hommage au space opéra et c'est un hommage à Star Trek. Moi, ce qui m'a fait, moi plutôt, quand j'ai commencé à voir le bouquin, ça m'a fait avant de faire penser à Star Trek, ça m'a fait penser à Mass Effect, que tu connais, et qui a vraiment le même principe en fait, de constituer une équipe avec des compétences différentes. Et il y a aussi ce petit côté d'exploration qu'il y avait dans Mass Effect. Moi, je parle du premier, où tu peux aller visiter des planètes juste pour avoir un SOS qui résonnait ou voir s'il y avait des minéraux, tout ça. Et moi, c'est des trucs que je préférais faire dans ce jeu-là. Et là-dedans, alors je sais pas si Mass Effect ils ont connu Star Trek ou ils ont dû faire référence à ce livre-jeu, mais ça serait possible vu que s'ils étaient jeunes à l'époque, ils peuvent être développeurs par la suite, donc c'est fort possible. Ouais, je sais pas si toi ça t'a sauté aux yeux. Ouais, surtout Star Trek, Mass Effect, mais comme tu disais, l'exploration des planètes, rencontre de différentes tribus, cultures, différentes citadelles, sociétés installées, politiques. Ouais, complètement. Écoute, pendant mes aventures, j'ai pas eu beaucoup de combats spatial, donc j'avais un peu moins Star Wars en fait. Là-dedans, j'étais vraiment collé un peu à toutes les sagas de Star Trek, hein, que ça soit Next Generation, Voyager, Deep Space Nine même, hein, quand on arrivait à proximité des stations spatiales. Mais il y avait vraiment l'installation en fait du thème de l'exploration spatiale, et ça je sentais vraiment, je pouvais me balader d'un secteur à l'autre. J'avais même j'ai commencé à illustrer une charte spatiale pour savoir un petit peu où j'étais dans la galaxie. Comme ça, au fur et à mesure de mes différentes lectures, je pouvais me rendre compte en fait de comment vaste Steve Jackson a créé l'univers de son livre. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a le choix de continuer à voyager dans un autre système solaire, ou est-ce qu'on veut s'arrêter là, explorer un peu chaque planète une par une. Donc un système assez bien fait qui me fait justement penser à beaucoup de jeux vidéo ou de livres qu'on ait lus, mais surtout en jeu vidéo, il y en a pas autant que ça qui nous laisse ce grand choix d'exploration. Et Mass Effect, le premier, en effet, c'en était un qui nous laissait nous balader dans la galaxie et de choisir d'atterrir sur des planètes, et avec le fameux Mako qui avait une jouabilité horrible. Oui, t'es galère à piloter ce truc-là. Qui était marche arrière sur la crête d'une colline. Oh là là. Et mais qui avait, ouais, en effet, ce côté-là, quoi. Et puis c'était son excellente composition orchestrale, musique. Enfin, il y avait pas, je pense pas que c'était orchestral, c'était synthé, qui me faisait penser vraiment à ce côté space opéra en fait, des thèmes très lents avec beaucoup de petits bruits synthétiques qui nous faisaient référence justement un peu aux années 70-80, des thèmes musicales que l'on retrouvait un petit peu dans tous les livres, tous les films d'invasion venus de Mars ou d'autres planètes, hein, de Vénus, tous ces livres-là. Donc en fait la peur de ce qui vient de l'espace, bien sûr, c'était à cause de la guerre froide. Mais là, en science-fiction, je retrouvais un petit peu ça aussi. C'était la peur de rencontrer des êtres sur les planètes. Est-ce qu'ils allaient être hostiles, ou au contraire, est-ce qu'ils allaient être sympas avec nous et partager leur savoir. Donc c'était assez chouette. En effet, toutes les références qu'on a à Fred de SF sont bien emmêlées en fait dans la lecture de ce livre.
Pour rendre à César ce qui est à César, on va dire quand même le classique dans ce genre-là du space opéra, de découverte de systèmes, de planètes, des problématiques du voyage dans l'espace. Un des grands écrivains des classiques de la science-fiction, c'est Van Vogt avec La faune de l'espace. Ça, c'est le titre français. Donc le titre original, c'est The Voyage of the Space Beagle. Et en fait, c'était un recueil de nouvelles qui était paru dans le fameux magazine Astounding Stories que tu connais, vu que tu m'as envoyé quelques exemplaires. Et en fait, les nouvelles, elles ont été regroupées sous forme de roman qui se tient. Et c'est le premier, lui, c'est pas le premier, mais on va dire que c'est l'exemple le plus reconnu de cette histoire d'un équipage perdu dans l'espace qui est confronté à des races extraterrestres avec des logiques complètement différentes. Et d'ailleurs, certains donnent à Van Vogt, et dans cette histoire de la faune de l'espace, la paternité de la créature d'Alien. Parce qu'en fait, Van Vogt, dans ces différentes histoires qu'il avait inventées, il avait inventé un extraterrestre qui s'appelle l'Ix, et en fait, qui est une espèce de créature qui, pour se reproduire, elle crée des œufs dans les hôtes humains. Donc forcément... et en plus, elle avait un aspect monstrueux, une force physique surhumaine, et elle se déplaçait dans les conduits d'aération. Donc, si tu veux, quand Alien est sorti, il faisait un peu la gueule, Van Vogt. Il était sur la fin de sa vie. Ouais, mais tu sens qu'il y a quand même un dommage où il aurait dû avoir quelque chose qui aurait dû lui être donné. Ouais, après, c'est pour le problème des influences. Tu sais jamais si c'est conscient ou inconscient. Bien sûr. Et donc alors pour ceux qui connaissent pas, La faune de l'espace de Van Vogt, c'est vraiment un classique du genre, et après c'est du Van Vogt, donc c'est pas de la science-fiction de bas étage, c'est vraiment des thèmes importants. Et puis même dedans, il essaye de parler en fait d'une nouvelle façon nouvelle science, qui serait le nexialisme, qui serait une espèce de méta-science où on regrouperait toutes les connaissances avec de la statistique et qui pourrait résoudre tous les problèmes. Et en fait, tout au long de l'histoire, ils sont confrontés à des problèmes avec des extraterrestres qui n'ont pas du tout les mêmes vues qu'eux, et grâce à cette logique-là, ils arrivent à trouver des solutions pour s'en débarrasser avec le moindre mal. Et c'est vraiment sympa. Van Vogt, des fois, c'est un peu vieillot, mais pour le coup, celui-ci, c'est vraiment un texte fondateur. Je pense qu'il a par la suite a développé beaucoup de textes, autres textes. Parce que maintenant, le space opéra, Star Trek en a inspiré, des choses comme ça. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le livre de base. Et après, pour rendre hommage aussi à un des grands du space opéra qui était un grand voyageur et qui a retransmis le goût des voyages dans ses bouquins, donc c'est Jack Vance. Et le cycle le plus connu qu'on pourrait relier à du space opéra avec des problématiques de déplacement et de races extraterrestres, c'est le cycle de Chai, avec ses fameuses rencontres avec différentes races extraterrestres au fur et à mesure de l'aventure, du Chash, le Vank, le Dirdir et le Pnum. Et à chaque fois qu'il rencontre un extraterrestre, il est confronté à de nouvelles problématiques et à de nouvelles façons de penser. Et Jack Vance aimait tellement le space opéra qu'il a nommé un de ses romans Space Opera, tout simplement. Et un petit jeu de mots, parce que c'est vraiment en fait un cirque itinérant qui se déplace dans l'espace, qui veut proposer son spectacle aux extraterrestres dans un amour culturel universel. Et en fait, à chaque fois, il se rend compte à des problématiques, mais complètement farfelues, qui sont tout simplement des impasses culturelles où les gens n'ont pas du tout les mêmes attentes, même de savoir ce que c'est qu'un cirque. Et franchement, c'est à se pisser de rire. Et le dernier qu'il ait fait dans le genre, c'est les 5 rubans d'or, qui est un peu mal vieilli, mais pour le coup, qui respecte tous les thèmes du space opéra classique. Donc tout ça, ça fait partie un peu de cette culture littéraire du space opéra. Et on peut voir qu'en BD aussi, il y a un univers qui s'est développé maintenant depuis quelques années, qui est la saga Sillage, que je sais pas si tu connais, Xav. Ouais, Sillage, ouais. Mais tu vois, moi, ça me fait penser moins à ce qu'on a lu, en fait, parce que Sillage, c'est plus le voyage du héros, pendant que nous, là, c'était plus, en fait, l'exploration de la science-fiction. C'est quand même, en fait, c'est un convoi de vaisseaux extraterrestres qui cherche à essaimer dans la galaxie, en fait. Oui, après, en fait, on s'intéresse à une humaine qui est d'ailleurs la seule humaine de tout le convoi. Et voilà, après, c'est vrai mais la base, c'est un univers de space opéra avec une recherche d'exploration et confronté à des nouvelles races, des nouvelles civilisations, tout ça, quoi.
Ouais, ça me fait beaucoup penser à, tu vois, Dan Simmons, en fait, hein, tout ce côté exploration de la galaxie, mais beaucoup moins, en fait, le focus du voyage du héros, comme Joseph Campbell aurait écrit, d'où le fait que je vois le space opéra comme ça, en fait. Beaucoup moins la croisade du héros, tu sais, classique, hein, le soulèvement et la réussite, mais plus, en fait, l'exploration et la découverte de nouvelles cultures. Et comme tu me disais, Fred, plutôt, en fait... Dan Simmons, c'est un des écrivains justement qui est un peu le nouvel explorateur un peu de la... Oui, c'est le nouveau champ du space opéra moderne, c'est-à-dire qui est basé sur la science plus plausible, moins loufoque que dans les anciennes, et qui est plus sérieuse, et de toute façon les space opéra c'est un genre qui n'arrête pas de se modifier au fur et à mesure du temps, mais bon, les thèmes sont plus ou moins toujours les mêmes. Mais oui, Dan Simmons, c'est très bien ce qu'il fait. Parce que je pense que tu vois, le prochain livre dont vous avez le héros qu'on attaquera, je suis sûr que ça sera un peu plus du Campbell, en fait. On va bien avoir le voyage, en fait, du héros, au lieu de nous où c'est plus l'exploration, et après on a un but, mais comme on dit classiquement, hein, c'est pas la destination la plus importante, c'est le voyage. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que justement dans la faune de l'espace de Van Vogt, lui il insistait sur le fait que dans l'exploration spatiale, ce qui était le plus important, c'était la résolution des problèmes collectifs, et que justement l'individu, en fin de compte, il avait plus trop de... Ouais. C'est marrant que tu dis ça m'a fait bon. C'est exactement ça. C'est pour ça, quand tu me fais penser à... Je veux dire, regarde, si on compare Star Wars, on sait qui notre personnage principal, c'est Luke Skywalker. Voilà, c'est le soulèvement du héros. Alors là, dans du Campbell, on peut pas être plus exact, mais dans Star Wars, c'est pas la galaxie qui est plus importante. En fait, ce sont nos héros. Ils ont ils ont un ennemi en commun, ils ont une mission, ils ont un but. Pendant qu'ici, quand on lit du Dan Simmons, du Jack Vance, oui, on a des héros, mais c'est même pas des héros, c'est des personnages, mais leur but, leur intérêt personnel n'est pas le plus important. Ça va être vraiment l'histoire secondaire. Le plus important, et comme tu viens de dire à l'instant, en fait, c'est l'exploration et de résoudre en groupe donc les difficultés qui sont présentées à nous. D'où le fait de le space opéra, je pensais, de voir un peu plus. On recule d'un pas et on voit un peu plus l'aventure qui se présente elle-même au lieu du voyage du héros. Donc c'est assez intéressant. Dans le sens aussi, c'est que l'univers est tellement vaste qu'une seule personne peut pas faire la différence. Exactement. D'où des récits simplistes, sinon. Ouais, c'est ça, on se concentre pas. Je veux dire, après, si on pense à, comment ça s'appelle, à Hunter, qui était publié par Dark Horse, donc c'était une bande dessinée, un comics américain, noir et blanc, hein. C'était à l'époque tout ce qui était dans, Creepy, je crois, donc Creepy, c'est un peu, en France, on avait l'équivalent, c'était comme Pilote ou Charlie, tu sais, c'était plusieurs histoires qui étaient mises ensemble dans un seul volume, et puis on achetait toutes les semaines ou tous les mois pour avoir la suite. Au Japon, c'est très connu, hein, je veux dire, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais les mangas les plus connus sont sortis comme ça, juste pour dire, bref, que c'est un peu connu partout dans le monde, hein, ce système de publication d'aventures. Et Hunter, en fait, c'était space opéra, mais l'écrivain avait donné en fait l'illusion du space opéra, mais on se rendait compte, ah non, c'est vraiment du Conan l'aventurier en fait. On a bien l'exploration mais beaucoup plus le développement du personnage principal. Et ça me fait penser au mélange en fait que l'on trouve un peu dans tous les magazines heavy metal, que ça soit les histoires fantastiques. Mais c'est très rare en fait de trouver le mélange, je trouve, du space opéra, donc de pas se focaliser autant sur un être humain, mais de pourtant y réussir, ce qui fait des aventures gigantesques et épiques. Et un exemple que j'ai, Fred, là-dessus, c'est tout ce que fait Jodorowsky, en fait, qui maîtrise parfaitement la fusion de ces deux types d'écriture. Si on regarde par exemple la caste des métabarons. Ouais, c'est pas faux. On est complètement dans du space opéra, je veux dire, c'est tellement énorme, mais on suit pourtant la lignée et les aventures, et surtout, on cherche le succès et la réussite de nos personnages principaux, et on voit la même chose aussi avec John D. Fool, hein, dans l'Incal. Donc encore une fois, Moebius et Gamens avec Jodorowsky, voilà, c'est la réussite totale, ce qui est très rare, hein, on le voit pas souvent, et justement, comme c'est très rare, c'est un peu connu internationalement, hein, ces BD-là, quoi, tout le monde connaît, c'est assez impressionnant. Bref, voilà, qu'est-ce que t'en dis si on se balance un petit côté, une petite musique, et puis on va parler un petit peu plus de ce qui se passe dans ce livre, et discuter surtout de l'illustrateur qui a donc travaillé avec Steve Jackson là-dessus, qui se nomme donc Peter Andrew Jones. Vas-y, mets-nous quelque chose qui pulse. Qui pulse.
Un petit classique space opéra action, justement. Oh, great. Allez, je te propose d'écouter. Je crois qu'il y a tout le monde certains vont se marrer là, mais allez, on s'écoute en fait le générique d'intro de Cobra, la version japonaise de Yoko Maeno. Allez, à toute, Fred. Wunderbar. 街を包む孤独なシルエ動き出せばそれは紛れもなくやつさコブラ Leaving me blue コブラ Missing you through コブラ Only few memories after you 背中にまといつく陰りは男という名の物語許されるはずもない Peace and love空をよぎるサイレント抑えたバイオレンスうずくたびに一人闇を仰ぐやつさコブラ Leaving me blue コブラ Missing you through コブラハートに刻まれたあの日はロマンと呼ぶには熱すぎて巡り来るはずもない Peace and love Et voilà, Fred, allez, c'est parti pour l'aventure. Bah, après une musique pareille, c'est parti, mon gars. C'est parti. Alors, avant de discuter justement de Steve et de Peter, je te propose que je nous lis justement le synopsis pour savoir de quoi parle le livre. Allons-y gaiement. Happé par l'effroyable vide de Célestian, le vaisseau cosmique voyageur émerge de l'autre côté du trou noir pour pénétrer dans un univers inconnu. Or, le commandant du vaisseau voyageur, c'est vous, et sa destinée repose entre vos mains. Serez-vous capable de retrouver le chemin de la Terre en visitant les planètes que vous rencontrerez pour demander de l'aide aux extraterrestres qui les peuplent ? Ou serez-vous condamné, vous et votre équipage, à errer à jamais dans un espace inexploré ? Donc, complètement space opéra, non ? Oui, bah space opéra de voyage interstellaire. J'ai l'impression qu'on devrait mettre une charte et barrer à chaque fois qu'on dit le mot space opéra dans ce podcast. $5. Ah, on va être pauvre vite. Allez, Fred, le livre. Alors, Starship Troopers, c'est un livre-jeu, bien sûr, écrit par Steve Jackson, que l'on connaît, qui a donc créé les Fighting Fantasy avec Ian Livingstone. Et donc là, qui a donc travaillé avec l'illustrateur Peter Andrew Jones. Alors, publié à l'origine par Puffin Books en 1983, c'est le 4e livre, en fait, de la collection Fighting Fantasy, Défis Fantastiques, et qui a été ensuite republié par Wizard Books en 2002. Voilà, quand il y a eu une grande republication des livres, mise à jour, vérification des fautes, et surtout de nouvelles couvertures, nouvelles illustrations.
Alors il y a aussi une version numérique développée par Tillman Games qui est disponible pour Android et iOS. Tillman Games. Alors cette aventure, ça a été le premier titre en fait des Défis Fantastiques avec un scénario de science-fiction. C'est aussi le premier titre à introduire des règles pour les combats d'armes à feu au lieu des combats d'épée, hein, et aussi des combats de vaisseaux spatials. Notre personnage aussi, donc nous, le joueur, doit également gérer les statistiques de plusieurs personnages. Comme on avait discuté, Fred, on a notre chef scientifique, chef ingénieur, sécurité, médecin. Ouais, et je crois qu'on a aussi deux sous-officiers, deux gros bras, ouais. Ce qu'on appelle des maillots rouges, des shirts rouges, red shirts. Donc on sait qu'ils vont crever assez rapidement si on les prend avec nous. Ça dépend parce que en fait pour savoir comment on tire les caractéristiques au hasard à chaque fois pour chacun des membres de l'équipage. Donc il y en a qui étaient balèzes. Hein. Ah cool, c'est bien ça. Et puis bien sûr après on doit configurer le navire lui-même. Il est également possible, Fred, de terminer l'aventure sans avoir pris part à des combats. Bien sûr, moi, ça n'a pas été mon cas. Faut qu'on m'explique par où ils sont passés. Alors, à savoir, dans ce... à savoir, Fred, toi, t'as pas réussi à finir l'aventure, non ? Non, mais à coup pas, mais ça m'a rappelé les mécanismes de jeu de Rendez-vous avec la mort qui m'avaient ah ouais un peu insupporté. Et là, non, j'avoue, au bout de la 3e échec, j'ai fait non. Malheureusement, je recommence pas. Tu vas me détester, moi je l'ai réussi du premier coup. Alors. Oui, ce que tu me disais en off, là, je crois que j'ai pas le mojo pour le livre dont vous êtes le héros parce que dans la saga la saga de Tigre, pardon. La voix du tigre. Hein ? La voix du tigre. Ouais, dans la saga La Voix du Tigre, pareil, moi j'ai une aventure au rabais par rapport à la tienne. Quoi. Non, mais c'est important, parce que ça permet de voir justement ce qui s'est passé, quoi, où tu es. Et écoute, je t'admets aussi, c'est pas un secret, hein, autant dire ce qui se passe. Moi, comme on en lit pas mal pour le podcast, il y a toujours une première lecture avec les règles, mais si je crève, voilà, je vais pas tout recommencer à zéro. Des fois, je continue, parce qu'il faut que j'explore le livre le plus possible. Oui, moi je suis comme toi, ouais. Il faut on fait des passages pour voir plus mais bon, sinon ce qu'on peut dire à part ce système un peu frustrant de Rendez-vous avec la mort, c'est qu'encore une fois c'est un livre qui respecte pas la règle des 400 qui n'est composé que de 340 paragraphes. Et donc oui, la petite subtilité au niveau des combats en fait nous renvoie des paragraphes en fin de livre donc pour bien nous rappeler les règles de combat. Donc c'est pas donc il y a le combat contre les vaisseaux spatiaux, le combat au corps à corps et les combats au phaser, au laser quoi. Et donc forcément on a des références pour le retour à la page de combat où on était, mais c'est toujours mieux de la noter, on sait jamais, on peut confondre. Et un petit détail sympa, Fred, c'est que Steve Jackson a dédié le livre en fait aux membres du Games Workshop, donc à l'époque, hein, qui n'était pas aussi grand et vaste qu'aujourd'hui, hein, où il y a même des boutiques partout dans le monde, c'est complètement international. C'est marrant ça. Ouais. À l'époque c'était tout petit, hein, c'était une petite boutique en Angleterre, mais entre autres, plusieurs membres du personnel en fait ont été écrits et intégrés dans l'aventure en tant que personnages. Et on peut pas s'en rendre compte si on n'a pas travaillé avec ces personnes-là, mais je pense que leurs collègues ont dû trouver ça assez drôle. Et certains noms en fait étaient basés sur ont été transformés pour des vilains. Donc par exemple les Darvilains. Je sais pas si tu te souviens le peuple qui justement où c'est les plus jeunes en fait qui mènent la société et pas les vieux. Ah oui, mais toi t'as joué à la version anglaise, non ? Oui. Parce qu'ils ont pas du tout le même nom en français. Non, mais je trouve que c'est bien pour partager dans le podcast en français et anglais, comme ça on est sûr des deux versions. C'est chouette. Écoute, parce que les Darvilains en fait ont été nommés après Peter Darville Evans, qui était un des membres du Games Workshop. Et Steve Jackson aime beaucoup faire cela parce que dans House of Hell, donc le manoir de l'enfer, Fred, le bossu s'appelle donc Sheku et c'est aussi une autre personne, voilà, qui est du Games Workshop. Donc c'est un hommage assez sympa que fait Steve Jackson, hein, des membres du Games Workshop. Ouais, moi je le comprends parce que c'est vrai que c'est pour les prénoms, tout ça, les noms, tu t'inspires toujours de choses que tu connais et ouais, donc tes collègues de travail ou tes amis, des fois, moi je sais que je réagis pareil. Hein. Ah, c'est une bonne idée. Et puis Fred, discutons donc de Peter Andrew Jones, donc l'illustrateur.
Alors c'est un artiste qui est assez connu pour son vaste travail dans le genre science-fiction et fantasy. C'est le plus connu aussi, Fred, dans le monde des défis fantastiques, car il est le responsable de la couverture du tout premier livre, Le Sorcier de la Montagne de Feu. Ah ouais, pourtant au style on n'aurait pas forcément cru. Et c'est lui qui a fait les illustrations intérieures, on est d'accord, de la Galaxie Tragique. Oui. Qui sont pas mal du tout. Il fait bien les personnages, je trouve. J'aime bien son... je sais qu'il y a d'autres artistes qui font ça, mais en fait c'est son contraste. Il n'y a pas de couleur grise, c'est soit noir et blanc. Et, des fois c'est minimaliste, c'est juste des lignes blanches qui traversent des fonds noirs. Ouais, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ouais, c'est assez chouette. C'est ce côté SF épuré, très géométrique. Je crois que de toute façon il était fait pour dessiner de la SF, parce que bon, si on s'intéresse un peu plus à lui, on va faire sa petite bio rapide. Donc il est né dans les années 50 à Islington, qui est dans le nord de Londres. Donc comme on disait, tout gamin, lui ce qu'il aimait c'était l'aviation et la technologie spatiale. Donc il a passé des heures entières à illustrer des avions, des avions de chasse de la RAF à l'époque là, sur la côte d'Écosse. Donc à force d'illustrer, il a voulu en peindre. À l'école, il y a son professeur d'art qui s'appelait Robert Spearman, qui l'a un peu pris sous son aile et qui, en tant que mentor, qui a vu son talent, qui lui a conseillé de rejoindre une école d'art, la fameuse école d'art de Saint-Martin, où il fit des études de graphisme. Dans son imaginaire, il a été longtemps bercé par les histoires et les contes de Larry Niven de Asimov, grand écrivain de SF et de vulgarisation scientifique. Et il a assisté à une conférence et un des invités, Fritz Wagner, lui a soumis l'idée plutôt qu'il fusionne son amour pour les illustrations réalistes avec des compétences imaginatives, et c'est pour ça qu'en fait ça a vu son potentiel. Il s'est mis rapidement à faire des illustrations de SF avec donc ce style un peu unique dont on parlait, qui sont des forts contrastes et souvent des personnages qui sont mis de façon centrale dans des décors un peu fantastiques. Et ça, c'est un peu son style à lui, quoi. Bah oui, très tôt dans sa carrière, en fait, il développa vraiment son propre style d'illustration, style science-fiction, hein. Et comme tu viens de dire, quoi, c'est même caractérisé par des personnages. Alors c'est intéressant, c'est l'encadrement, comment on illustre. Bon là, t'apprends tout ça en école, hein, mais c'est donc l'encadrage des personnages centraux, impressionnant, dans des paysages d'outre-monde, ce qui permet justement de donner cette dénotation science-fiction. Et ça, on s'en rend compte beaucoup, Fred, surtout dans les anciens livres de SF, quoi, hein, tous ces dessins de Boris Vallejo et bien d'autres, hein, toutes ces compositions où on voit des êtres humains qui ont des armes et armures complètement jamais vues, complètement créées, hein, de l'imagination de l'illustrateur, dans des univers paysages, enfin souvent des paysages qui n'ont rien à voir avec la construction avec la structure de la Terre. Jones a aussi mis en place sa propre entreprise plus tard, qui s'appelle donc le Solar Wind, et là il commença à développer et commercialiser en fait ses illustrations. Son nom fut connu internationalement en 1982, quand il a soumis son design pour la couverture, bien sûr, du tout premier livre d'Heroic Fantasy, enfin pas d'Heroic Fantasy, mais de défis fantastiques, hein, de Fighting Fantasy, livre-jeu, qui est donc Le Sorcier de la Montagne de Feu. Un petit détail assez intéressant, c'est que l'illustration, normalement pour un livre, hein, c'est juste la couverture, mais ici il décida de faire quelque chose d'autre avec Steve Jackson et Ian Livingstone, c'est d'avoir son illustration non seulement sur la couverture avant, mais qui était un style en fait d'enveloppement complet, donc qui couvre à la fois la tranche et la couverture arrière. Voilà, si vous arrivez à trouver une des premières éditions anglaises du Sorcier de la Montagne de Feu, vous pouvez voir le sorcier avec le dragon et sa boule de cristal, et qui justement en train de créer toute cette magie, mais qui couvre juste à l'arrière. On voit bien ce qui se passe, en fait tous les autres éléments qu'avait créé Peter Jones sur cette illustration. Et Fred, franchement cette couverture elle est assez impressionnante, hein. Oui, mais en fait, c'est de toute façon, nous, la mise en page, je pense que tous les fans de Livre dont vous êtes le héros, le premier souvenir qu'ils ont, c'est la jaquette d'un Livre dont vous êtes le héros, qui est vraiment particulière, et l'englobage du dessin et la façon du dessin en fait partie. Et donc, on peut dire qu'il a un peu allé à l'encontre de son temps, qu'il a été un peu un précurseur à ce niveau-là. Et on peut se dire que peut-être il a eu la bonne idée, parce que sachant que les Livres dont vous êtes le héros, ils
ils ont bien marché et que les siens aussi ont été vendus à des millions d'exemplaires. Ouais. Donc c'est une bonne idée. Ouais. En effet, c'était vraiment impressionnant. Et non seulement cela, mais comme ça a impressionné beaucoup Steve Jackson et Livingstone et puis d'autres écrivains de la saga des Défis Fantastiques, on peut retrouver aussi ces illustrations sur d'autres livres. Alors, on le retrouve bien sûr, comme on a cité, la première édition de 1982 du Sorcier de la Montagne de Feu, mais c'est aussi lui qui revient en 1987 pour créer la mise à jour de l'illustration sur la deuxième, le deuxième print, je crois, toujours par Puffin. Et puis après, on a, bien sûr, on va en discuter aujourd'hui, la Galaxie Tragique, voilà, en 83, toujours sous Puffin. Le Talisman de la Mort, voilà, c'est aussi Peter Andrew Jones de 1984. Et puis Sword of the Samurai, et je suis pas sûr en français, c'est l'épée du samouraï, en 1986. Numéro 20. Oui, numéro 20, ouais. Ouais, le Talisman de la Mort, c'est le numéro 11, si je me trompe pas. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, on attaque le 4e volume des Défis Fantastiques. Fred, deuxième pause musique? Ouais, c'est l'épée du samouraï. What? Ouais, en français, tu veux dire. Ok, ouais, c'est bien ça, l'épée du samouraï. Je te propose qu'on s'écoute un morceau de Vince DiCola, musicien très connu pour ses synthés très forts, voilà, compositeur de la bande originale de Rocky 4, mais c'est aussi le compositeur du film des Transformers, le long métrage qui a eu une diffusion voilà, en salle de cinéma. Et je te propose d'écouter le morceau qui s'appelle Attaque sur la navette, Attack on the Shuttle. Ouais, c'est parti. Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Non, c'est Rocky 4 et se Transformer dans la... Mais je sais pas si on doit lui rendre hommage à ce mec-là, vraiment. Attends, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, attends. Allez, attaquons The Shuttle. Oui, en regardant en off, là, elle est pas mal du tout la couverture de l'épée du samouraï. Donc on disait que ça reprend les thèmes du dessinateur, donc un personnage central dans un décor apocalyptique. Donc là, un samouraï squelette avec un volcan, en éruption. Ouais, donc c'est cool. Et la rivière de sang avec tous les cadavres. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est la... Il ressemble un peu mon Fuji, le volcan en plus, c'est marrant. Ah bah ouais, attends, complètement inspiration japonaise. Alors le détail intéressant, Fred, c'est que la mise à jour, donc quand c'était Wizard qui a republié les livres dont vous êtes le héros, surtout les Défis Fantastiques, le nouvel illustrateur en fait a vraiment gardé le sens de l'hommage, car la couverture est quasiment identique à celle qu'a donc dessiné Jones. Ouais, c'est la même composition, la même agencement, mais je préfère le talent de notre Andrew Jones. Ouais, quelque chose de plus... Je crois que c'est on a aussi des lunettes teintées roses, parce qu'on aime bien tout ce qui est un peu plus rétro, plus qui vient des années 70-80. Ça dépend, mais bon, je trouve qu'elle claque plus la couverture que la nouvelle qui est plus terne, je trouve. Ouais, aussi. Ce qu'on remarque bien sur cette nouvelle couverture, en fait, c'est déjà l'utilisation des couleurs numériques.
Ouais, les choses brillent beaucoup plus, il y a plus d'impact. Bref. Allez Fred, discutons de notre aventure. Yeah. Bah ton aventure, parce que moi j'ai foiré. Bah écoute, voilà, on commence. Alors je te dis ce qui m'est arrivé, moi. Vas-y. Bien sûr, tout au début, voilà. Donc l'introduction du livre, c'est que on s'installe dans le vaisseau, on prépare notre équipage, et au moment où on décide de voyager dans l'espace, on est attrapé par un trou noir. Voilà, tout le monde tombe inconscient sur le pont, même nous, le capitaine, et puis on se réveille bien plus tard pour s'apercevoir qu'on est dans une galaxie bien plus loin et qu'on n'a aucune charte spatiale, rien du tout. Le vaisseau est un peu abîmé, mais tout le monde va bien sur le pont, voilà, donc on se lève et puis on regarde un petit peu où est-ce qu'on est et on commence à explorer la galaxie. Et notre but, donc, c'est de trouver une sortie, en fait. Donc pour cela, il va falloir qu'on discute avec les habitants de différents systèmes solaires et qu'on sache un petit peu comment on fait pour repartir. Et donc en commençant l'aventure, on a le choix, Fred, d'aller soit l'est, l'ouest ou au nord. Donc moi je décide d'aller au nord et j'arrive en nord. Attends, est, ouest ou nord, de quoi tu me parles là? Tu parles en termes de planète, non? Parce qu'on n'est pas dans un jeu médiéval. C'est pas faux, bâbord, tribord ou tout droit, c'est ça? Non, moi il propose différentes planètes, tout simplement. Ah, moi au début, ce que j'ai eu, c'est vraiment le choix d'aller soit tout droit ou starboard ou porte. Ah ouais, non, c'était complètement différent. Ah, intéressant. Bah écoute, je décide d'aller. Il nous a dit que juste 3 systèmes solaires, dont 2 sont sûrement habités. Oh, mais ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est juste la composition en fait des paragraphes qui sont un peu différents. Et je décide d'aller sur celle qui est tout droit en fait. Et donc j'arrive en orbite à la planète qui s'appelle Fioral. Et donc je décide d'atterrir. Et en fait on découvre une planète où l'acier et le métal en fait la recouvrent complètement et qui est en forme de gigantesque cité. Alors, je rentre dans une de ces maisons, qui est sur le côté au lieu d'un des grands bâtiments. Et là je découvre en fait un homme arbre qui se retrouve surpris et surtout angoissé de notre arrivée. Bon, forcément, comme il n'y a jamais vu d'être humain. Alors je signale immédiatement qu'on n'est pas une menace, on n'est pas là pour le piller, voler. Et tout de suite il nous croit, donc il souffle un bon coup et car il comprend qu'il n'est pas en danger. Alors ce qu'il nous dit Fred par la suite, c'est que la planète en fait est fondée par plusieurs habitants de la galaxie et qu'elle n'a pas de gouvernement. Voilà, que tous décident par d'énormes réunions où ils discutent pendant des jours les lois et les nouvelles constructions à prendre en cours sur la planète. Donc il nous emmène en fait dans le dôme principal pour nous présenter au Sénat. Enfin au Sénat, il y en a pas vraiment, mais c'est là où se retrouvent tous les habitants pour décider des lois. Et nous, ce qu'on fait, c'est on demande tout de suite à l'un des personnages s'ils ont une carte du système solaire, s'ils peuvent nous aider. Ils nous disent qu'ils veulent bien, mais voilà, ils sont dans une réunion et il faut qu'on patiente. Donc, pendant qu'ils sont en train de décider où installer la nouvelle pharmacie médicale, nous on se retrouve à attendre et on se dit bon, ça va aller vite. Et on se rend compte vite fait que les conversations qui commencent assez grandes commencent à réduire au fur et à mesure du temps, mais après des heures et des heures, parce que chacun a son idée qu'il veut partager et donc ils finissent par décider des heures plus tard, quand une fois il y a tout le monde qui se résout au même choix. Donc un système assez intéressant politique, je te raconte pas le chaos. Donc voilà, après avoir attendu des heures, on nous explique qu'ils n'ont aucune carte de la galaxie, mais seulement ils ont la carte des 2 autres systèmes qui sont à proximité et qui sont donc Prax et Culmater. Donc hélas, on retourne sur le vaisseau et je prends la décision de nous diriger vers le système Culmater. Donc c'est assez intéressant. Pardon. Ouais, une petite question, parce que je sais pas si t'as précisé, mais en fait, à chaque fois qu'on fait une mission, entre guillemets, où on descend sur une planète, on doit en prendre deux personnes de notre équipage. Oui, c'est vrai, on doit prendre 2 personnes. Donc là, j'ai pris ma chef. Là, je pouvais en prendre 3 avec moi sur cette planète-là. Et donc, toi, tes gars, tu les avais nommés, peut-être, aussi? Ouais, bien sûr. Attends, ça va te faire marrer. Donc, ma chef scientifique, c'était la pin-up, en fait, Betty Page. Mon chef médical, j'ai pas fait trop dans l'imagination, c'est Bones, donc le surnom du personnage médical de Star Trek. Ah, c'est son surnom, je sais pas. Ouais, Bones, ouais. Et puis l'ingénieur, c'est Blazkowicz, donc le personnage de Wolfenstein.
Mon agent de la Attends, ça va pas s'améliorer, Fred. Donc mon agent de la sécurité principale, en fait, il s'appelle Doom Guy, donc c'est le personnage de Doom qui n'a pas de nom. C'est mec de Doom, donc Doom Guy. Et mais bras lourd, en fait, c'était le duo de. Oh là, j'ai vraiment fait nerdy. Hein, c'est deux personnages des Chevaliers du Zodiac. C'est les deux personnages féminins, donc c'est Shaina, chevalier du caméléon. Et June, qui est le... Oh merde, je me trompe. Lézard et caméléon, ouais. June et Shaina. Peut-être. Ouais. Des personnages assez obscurs, hein, si je pouvais... Enfin, Shaina un peu moins quand même, vu qu'elle aime bien faire chier les personnages principaux, mais June est beaucoup plus obscur. Ouais. Je sais. Bon, et toi, alors ? Bon, non, moi j'étais, comme c'était vachement basé sur Star Trek, moi je me suis un peu marré avec Star Trek, donc moi j'ai mélangé le nom des deux capitaines, donc je m'appelle James Picard. James Picard, c'est bon ça. Ah oui, le nom du capitaine, c'est pas faux ça, merde. Oui, tu t'aimais pas, c'était Xavio. Non, c'était Neuromancien. Capitaine Neuromancien. Bon, ça j'avais Nimok. Oh, c'est moche. J'avais Nimok comme officier scientifique. C'est quoi ça, Nimok? C'est Spock et Nimoy, ça fait Nimok. Oh là là. Bon, après j'ai pris Nyota, Sulu. Ah si, je m'étais marré pour un officier de sécurité, ça s'appelle Van Rocky. Un mélange de Vandam et de Rocky. Oh là, c'est quoi ces abominations? C'est quoi ces chimères? Et après mes deux gros bras, je leur ai donné des surnoms, c'était Armor et Trigger. Armure et Trigger. Il y en a qui étaient balèzes, il y en a qui étaient... Bah, je veux dire, entre tes chimères et mes références de jeux vidéo et de Chevaliers du Zodiac, c'est pas pire, quoi, c'est ça. Bon, donc on a d'équipages qu'on peut utiliser dans nos missions. Voilà. Bah écoute, là, avec moi, j'ai pris Belly Page et Bones, en fait. Et on avait le droit à un troisième personnage sur cette planète. Donc j'ai pris scientifique, médical, et puis j'ai pris mon ingénieur en fait Blaskowitz avec. Voilà. Donc j'ai bien laissé les agents de plus de force et de sécurité à bord du vaisseau. Je voulais rentrer sur cette planète, sans chercher d'ennui. Mais bon, rien trouvé, hein, à part juste la découverte d'un peuple et comment il fonctionne. Oui, après, il faut dire aussi que, bien sûr, il y a des conséquences si on perd les membres de son équipage. Alors, les gros bras, c'est pas trop grave, c'est des rustines. Par contre, si on perd son officier scientifique, après, on a des malus, en fait, pour les tests, si on était amené à les utiliser, quoi. Non, c'est important de bien choisir, en fait, qui l'on prend sur une planète, parce que ça peut nous débloquer, nous résoudre des problèmes, hein. Oui, sachant qu'en fait, l'officier scientifique, lui, il est spécialisé dans tout ce qui est électrique et énergie. Médical, c'est pour soigner. Et l'officier ingénieur, c'est plutôt pour tout ce qui est mécanique et géologie. Donc oui, en fonction des planètes, faut faire attention à qui on prend. Ouais. En effet, ouais. Bah voilà, écoute, ce que je te propose, Fred, c'est qu'on s'échange planète après planète son aventure. Oui, si tu veux. Après, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait la même planète. Faut juste pour dire en fait que là, le trou noir, on y allait aussi. C'est sur les conseils de l'officier scientifique. Hein. Donc c'est lui qui nous a mis dans la merde. Donc moi, contrairement à toi, il me précisait qu'il y avait 3 systèmes solaires, dont 2 qui étaient sûrement habités, donc, et 1 qui était inhabité. Donc moi, je dis, je vais éviter les ennuis. Je suis allé au système inhabité. Très vite, on se rend compte qu'en fait le vaisseau il a plus de carburant. On utilise du dilibrium, qui est le minerai de l'univers qui fait fonctionner notre vaisseau. On peut s'arrêter à une ceinture d'astéroïdes pour faire le plein, mais sachant que c'est un peu dangereux, parce qu'il faut qu'on envoie un mec en armure au sein de la ceinture d'astéroïdes récupérer le truc. Après, c'est bien précisé que le dilibrium, en plus, c'est quelque chose qui est très répandu dans la galaxie, donc c'est pas difficile d'en trouver. Donc ce que je fais, c'est que au lieu de reprendre ici, c'est un peu dangereux, je chinte l'énergie des boucliers et je leur envoie dans les moteurs. Par contre, ce qui fait que les boucliers de mon vaisseau, sachant que le vaisseau a une force de frappe qui permet de taper, et des boucliers qui sont ses points de vie. Donc là, tant que je fais ça, en fait, mes points de vie sont diminués de 3. Donc ce qui se passe après, donc je continue notre route, et on arrive devant une planète bleu-vert qui est inhabitée, mais là par manque de chance il y a un vaisseau qui nous attaque en surgissant de la face cachée. Il nous lance un missile, il s'identifie même pas, c'est une agression pure et simple. Donc, c'est putain, et on t'aime pas toi, hein? Non.
À part son missile qui nous a touché, parce qu'on pouvait rien faire, le reste on l'extermine. Notre vaisseau est quand même plus performant. Et donc j'atterris dans la planète bleu-vert où où il semblerait qu'il y ait des gisements de dilérium. Donc je descends moi avec mon ingénieur et mon Soulou et mon gros bras numéro 1, Armor. Donc c'est une planète rocheuse, il n'y a pas de végétation. On réussit à extraire le dilérium au fond d'un ravin. Une espèce d'eau qui coule, j'ai mon gros bras qui boit avant que j'ai pu l'en empêcher. Et aussi récupère une espèce de poudre jaune toute bizarre au fond du ravin. Donc on emmène tout ça dans le vaisseau. Et on peut se diriger ensuite vers une grosse étoile violette ou un système à double étoile. Et en fin de compte, avant de me décider, on me dit qu'à la cantine, il y a du grabuge. Donc, et en fait, c'est le gros bras, Armor, qui est devenu fou furieux. En fait, on se rend compte que l'eau qu'il a bu, il y avait la poudre jaune qui était contenue dedans. Et la poudre, on n'arrive pas à l'analyser. Par contre, je vais voir mon équipe médicale et là, il y a Nyota, donc la scientifique qui fait des examens. Et en fait, dans la poudre jaune, il y a des micro-organismes qui rendent fou, qui sont en train de posséder, de s'installer dans le pauvre mec de sécu. Et donc, grâce à elle, grâce à ses compétences, parce qu'il y a des tests, tout ça, elle arrive à faire un antibiotique et elle résout son cas. Et ensuite, en fait, j'arrive vers une nouvelle planète où je n'ai pas de réponse à mes appels radio. Hey. Ah ouais, t'es arrivé à une sacrée galère, toi. Ouais, alors sachant que pour marrer, une fois je suis allé dans la ceinture d'astéroïdes récupérer du dilérium, t'es forcément obligé de perdre ton gars, quoi. Bah ouais, c'est ça, hein. Des fois on fait le mauvais choix, hein, et puis ça... Ouais. Quand tu me racontais ton histoire, là, j'imaginais en fait ton armeur, en fait, c'était André le Géant. Ouais, donc l'ancien catcheur français, hein, qui a fait son énorme carrière en Amérique, hein, surtout contre Hulk Hogan. Et voilà, qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Et puis quand il revient à bord du vaisseau, je le vois dans sa salopette noire là, en train de faire du catch dans la cafette. Bah non, en fait, en plus il y a une illustration de cette scène-là dans le bouquin. Et en fait, les mecs, ils ont plutôt les casques dans Star Wars, dans l'étoile de la mort, là, les artificiers. Là. Ah ouais, les sortes les ovales coupés en deux là au-dessus de la tête. Ouais, ils sont assez intéressants. C'est quoi? C'est dans Star Wars, je crois que c'est tout ce qui était ceux qui étaient en opération de l'artillerie. Ouais, pour l'étoile de la mort, le rayon de la mort. Ouais, ils sont assez intéressants ces casques qu'on retrouve d'ailleurs avec le personnage principal de Rogue One. Le personnage de Felicity Jones qui utilise un déguisement du même type pour rentrer dans la base, ouais. Ce qui est intéressant. Mais un peu différent parce que celui-là, je crois que c'était pour atterrir les vaisseaux, d'où les bâtons lumineux qui étaient sur son dos. Tangente, excuse-moi. Bref, retournons dans le livre. Alors Fred, tu veux savoir les galères qui m'étaient arrivées sur Culmateur? Vas-y. Alors là, franchement. Et Culmateur, j'y suis arrivé aussi. J'y suis allé, c'était ma prochaine planète. Donc vas-y, raconte ce qui s'est passé. C'est bien parce que je pense qu'il peut arriver différentes choses. Bah écoute, dès notre arrivage sur la planète, en fait, on se retrouve même dans un petit village où la plupart des habitants en fait ont fermé leurs portes, leurs volets, ils sont complètement barricadés dans leur maison. Et donc on marche un tout petit peu, on commence à s'inquiéter. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a peur de nous? Donc je me dis bon, faudrait peut-être que je tape à une porte pour nous présenter. Mais il y a une porte qui s'ouvre et là on a une montre religieuse humanoïde qui sort sa tête, super illustration, et qui nous invite en fait à rentrer dans sa maison rapidement. Et tu vois qu'elle panique. Et puis au loin on voit un véhicule qui arrive. Donc je me dis bon, je préfère faire confiance aux habitants qu'aux autorités. Donc je me cache immédiatement chez lui. Mais hélas, voilà, le temps qu'on se planque, on entend le véhicule à l'extérieur qui se gare, on entend des soldats qui débarquent et qui forcent une entrée dans la maison. Et ils disent bien à l'humanoïde montre les jeux ce qu'il nous a vu. Et donc nous on essaye de s'expliquer comme quoi voilà, on est désolé, on n'a pas voulu désobéir aux ordres, et puis on se fait engueuler comme quoi on a désobéi au couvre-feu national de la planète. J'essaye d'expliquer comme quoi on a été téléporté ici en mission de reconnaissance, mais sans rien, hein, ils veulent pas nous écouter. Donc je me dis ok, il faut que je rencontre quelqu'un de l'autorité, un dirigeant pour qu'on s'explique, parce que je sens qu'on peut sortir de ce problème sans souci.
Donc pendant le voyage, voilà, on nous explique en fait que c'est une loi contre la surpopulation de la Terre, assez fou quand même, donc ouvrir le feu sur tous les gens qui suivent pas la loi de couvre-feu. Je remarque tout de suite que les hommes en fait ont des couvre-chefs, des casques assez spécifiques sur leur tête. Et donc voilà, on continue. Et puis j'ai aussi ma chef scientifique. Donc là j'ai pris Betty Page, scientifique. J'ai pris Bones et j'ai pris mon ingénieur Blasco aussi. J'ai pris un peu le même équipage que pour la première planète, pour la première planète Fioral. Donc on nous amène dans une base en fait, on voit même d'autres citoyens qui sont cagés, donc c'est un peu la galère. Et je me souviens plus Fred ce qui s'est passé dans le livre, mais je crois que c'est par accident en fait on cogne des casques d'un des soldats, et en fait on voit une sorte de tête cybernétique, et surtout le personnage arrête de bouger tout de suite. Je me dis tiens, c'est assez intéressant, donc on se regarde avec la chef scientifique et on se dit ok, il y a quelque chose qui cloche là. Donc il y a un autre soldat qui met le casque sur sa tête. Le livre nous propose plusieurs fois de suite d'engager le combat. Vu que j'ai mon ingénieur scientifique, et puis c'est peut-être pas le bon équipage de rentrer en combat, donc je préfère rien faire. Et donc on est prêt à nous amener justement à la ligne de tir pour exécution, et je me dis bon merde, là, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc je regarde mes coéquipiers, mon équipage, et puis je leur dis là maintenant tout de suite, allez on enlève des casques. Donc c'est ce qu'on fait. Et en fait on remarque que c'est des androïdes. Donc tout de suite c'est assez intéressant quand tu penses que c'est une planète qui est dirigée par des androïdes qui sont en train de supprimer la surpopulation humanoïde de la planète. La science-fiction bien flippante en fait. Donc on enlève rapidement les casques et puis on commence à s'enfuir, on court dans la base, on essaye de trouver en fait une station de relais parce qu'on a enlevé tous nos items, on n'a plus nos armes à feu, ni nos communicateurs, ni notre transpondeur pour se téléporter. Donc j'arrive enfin à une salle de radio, je crois qu'on est obligé de se battre contre un des soldats, donc on arrive à enlever le casque d'un et puis on se retrouve à combattre l'autre. Ma chef scientifique, Betty Page, elle prend pas mal de coups dans la gueule, la pauvre, elle perd quand même un tiers de sa vie avant qu'on arrive à exécuter le robot. On allume justement la radio qui est derrière lui et on arrive à rentrer en contact avec le vaisseau et justement on commence on envoie les codes de notre localisation pour se téléporter. Et puis bien sûr on arrive à être évacué. Donc voilà, on arrive à s'enfuir. On va à la station médicale du vaisseau pour soigner. Donc ça, il y a des règles assez intéressantes là-dessus. Voilà, tout le monde regagne des points. La pauvre Betty Page, elle gagne pas tous ses points de vie, mais un minimum quand même. Et puis voilà, donc je décide tout de suite de sortir du secteur et pour qu'on aille vers une autre planète. Ouais. Et moi, contrairement à toi, juste pour la planète Culmater, moi j'étais belliqueux tout de suite parce qu'en fait, je sais pas si c'est passé la même chose pour toi, mais en fait dès les soldats quand ils rentrent dans la maison, ils butent l'autre, celui qui t'a recueilli, pour avoir fait rentrer des étrangers. Donc moi j'ai essayé de me ils l'ont pas tué, moi, c'est intéressant ça. Oui, ils l'ont tué, moi. Il le bute tout de suite. Ils entrent en force, éliminent l'autre. Moi, ils tentent de moi, j'ai essayé de m'échapper, ils nous ont retenus. Après, donc, on apprend déjà que oui, dans leur casque, il y a un truc qui va pas bien. Après, on est enfermé en prison avec différents extraterrestres. Et au moment où ils veulent nous sortir de prison, je les ai refoutus dessus. Et après, donc, j'ai réussi à rejoindre la salle de radio pour se télétransporter en ayant récupéré un casque. Je sais pas si t'en as récupéré un, toi. Non, j'ai pas réussi à récupérer un casque. Et ça te permet de te donner un plus 1 d'habilité en fait pour le commandant. Sympa. Non, j'ai pas pu en récupérer un. Ah, sympa. Ah ouais, c'était la galère la planète là. Ouais, un gros traquenard. Assez flippant quand il pense quand même que c'est de l'anti-vie qui est en train d'éliminer la vie sur la Terre. Écoute, donc voilà, on est sur le pont du vaisseau et puis qu'est-ce qu'on voit sur la carte? Donc on peut voir en fait que les systèmes à proximité et là on voit en fait une planète bleue et verte qui est très similaire à la Terre. Et sinon voilà, on doit aller dans un autre système. Donc écoute, il y a l'air d'y avoir de l'oxygène, hein. S'il y a du vert, ça veut dire qu'il y a de la nature. Donc allez, on a besoin d'informations, donc je décide de débarquer avec une équipe sur la planète. Et là je prends pareil, je laisse je crois que j'ai laissé non, j'ai pris Betty Page avec moi et puis là j'avais droit à 3 personnages, donc j'ai pris scientifique,
mécanicien, enfin scientifique, médical, et j'ai pas pris mon ingénieur Blaskowitz, en fait j'ai pris mon agent de sécurité Doomguy. Donc en fait c'est une planète en fait qui est très humide et pluviale, et assez intéressant. Voilà, on arrive dessus, il y a des tempêtes de pluie qui s'abattent, la planète c'est de la gadoue partout à cause de ça. Et puis au loin on voit en fait des habitants qui sont comme de grands éléphants mais bipodes et armés avec de grands bâtons, et ils prennent beaucoup de temps à arriver. Donc qu'est-ce que je fais ? Bah j'attends en fait. J'ai pas envie de me montrer hostile. Ils me demandent quelle est notre raison d'être ici. Donc je leur signale en fait que on est une équipe de reconnaissance perdue dans l'espace et que nous cherchons aucun ennui. On cherche justement du savoir du système où on est et de retourner chez nous. Donc on est guidé à leur village pour rencontrer leur chef, et on nous explique que plusieurs sont malades à cause du temps en fait, et que leurs récoltes sont bien mauvaises. Donc comme j'ai ma chef médicale avec moi, elle arrive à son jet de skill, hein, pour essayer à trouver en fait quelle est la maladie qu'ils ont. Elle arrive à créer en fait un remède, et elle arrive justement à les remettre sur leurs pieds, enfin au moins leur donner quelque chose pour qu'ils se soignent. Et après, il y a un deuxième test à faire de chance pour voir justement si elle attrape pas la maladie en essayant de les soigner. Donc j'ai du bol, j'ai réussi les 2 jets. Donc leur chef en fait nous remercie, comme on est en train de soigner leurs villageois. Et il nous explique en fait qu'il y a une forteresse qui est assez loin ici, qui possède apparemment peut-être des informations sur notre position. C'est une grande forteresse en fait où se trouvent leurs dirigeants. Donc il nous dit que c'est assez loin, et je dis bon bah il faut y aller quand même, hein. Je dis on n'a pas le choix, peut-être qu'il y aura une solution, de l'information là-bas. Mais en fait en commençant la route je me rends compte que le voyage ne dure pas plus que 2 heures de marche à pied, parce que comme c'est des êtres assez lents, la distance est beaucoup plus grande pour eux. Donc c'était intéressant ce petit détail de Steve Jackson par rapport à l'anatomie en fait des habitants. Donc on arrive à la forteresse, on arrive dans la cour, et qu'est-ce qui se passe ? On est pris en fait par surprise par des gardes, et qui nous pointent des armes à nous et qui nous disent de nous rendre. Donc encore une fois je la joue très cool, je la joue plus Picard que Kirk, donc je ordonne à mes hommes l'ordre de ne pas tirer. Je joue plus Picard que Kirk. Ouais, je la joue plus Picard que Kirk quoi. Donc je vais pas me battre avec le Gorn dans la vallée de la Californie quoi. Donc on pose nos armes au sol, on se rend, et donc on est escorté dans une grande salle de la forteresse où il y a un homme autour d'un ordinateur ultra futuriste en face de nous. Et donc il tourne de son fauteuil, et tout de suite il nous remercie en fait de s'être rendu en paix. Et en face de lui en fait, donc on voit justement l'ordinateur avec énormément d'écrans, et en fait ces écrans c'est sur la planète, c'est différents endroits de la planète, d'où le village aussi des habitants qu'on a rencontrés en arrivant. Et c'est un sort de poste de contrôle, car il nous explique qu'il était donc autrefois contrebandier, et que son vaisseau s'est fait abattre par des pirates, et donc il a atterri sur cette planète qui pouvait faire nul autrement, car il allait exploser dans l'espace. Et comme il avait déjà en fait une grande dette sur son client, il a préféré se faire passer pour mort, donc voilà, hélas perdre sa famille, mais ça l'a permis justement d'échapper à la mort et d'éliminer sa dette. Il a donc construit sa vie ici, et comme il avait énormément de cargaisons et d'outils futuristes, en fait, il a atterri sur une planète qui est toujours à l'âge de pierre. Donc il a réussi avec son ordinateur à contrôler la météo de la planète et la rendre bien florissante. Mais le problème c'est que son ordinateur ne marche plus depuis longtemps, et que c'est constamment la saison des pluies, ce qui rend les habitants malades, et les habitants pensent justement qu'ils ont... ils pensent que c'est un dieu, donc ils pensent qu'ils ont... c'est un peu comme les Égyptiens et le Nil. Ils pensent qu'ils ont offensé les dieux, d'où le fait que le Nil est assez bas. Donc ça tombe bien, bah écoute, avec moi j'ai qui ? J'ai mon ingénieur et ma scientifique qui regardent l'ordinateur et qui arrivent justement à savoir ce qui va pas. Donc il répare l'ordinateur, et l'homme est tout content dans son fauteuil. J'ai oublié son nom, Fred. Mais voilà, il est content, ça rétablit la planète. Je pourrais pas t'aider parce que je suis pas passé par là. J'ai oublié, auditeur, excusez-moi, j'ai oublié le nom de la personne. Mais l'homme, voilà, qu'est-ce qu'il fait ? En échange, comme on arrive à résoudre les problèmes de la Terre, il nous offre un compas, une petite boussole bleue en fait, qui peut nous révéler en fait les chemins à prendre. Alors pas dans l'espace, pas dans les systèmes solaires, mais en fait qui sont face à nous. Donc quand on atterrit sur une planète, ça peut nous guider. Donc c'est assez intéressant. Donc j'empoche ça, et puis je le remercie surtout de son aide, et de lui de même. Et puis voilà, on est retéléporté sur le vaisseau. Ok. C'est assez cool, ouais. Ouais, c'est cool.
Ouais, j'aime bien ces aventures comme ça où on n'est pas obligé de jouer à la Kirk, quoi. Ouais. Bah, moi c'est pareil, je suis allé sur une planète, mais moi c'était des bouseux. Parce qu'en fait, t'arrives, pareil, une équipe de 3. Moi j'ai pris le scientifique, l'ingénieur et Armor, là, donc en fait toujours un peu les mêmes. Donc on arrive sous une pluie battante, on arrive près d'un village, et là les mecs, il y en a un, il nous voit, il court vers le village tout enjambé. Donc on a déjà le choix de rester sur place, lui courir après, sortir nos armes. Donc là je me joue plus Picard que Kirk comme toi. Et donc j'attends, je les laisse venir, et donc en fait il était juste allé prévenir le chef qu'il y avait des étrangers. On arrive vers le grand sage. Là on discute avec lui, mais on se rend compte rapidement que c'est une société tribale qui n'a pas du tout de technologie, donc les concepts de voyage spatial, tout ça, ça lui parle pas trop. On essaie quand même de lui parler d'interrogation, d'étoiles, ça avance pas, donc en gros ils sont trop peu civilisés pour que ça soit intéressant. Donc on repart, et là on nous dit qu'il y a une grande planète rouge à 3,3 années-lumière, ou parsec, je sais pas, je pense qu'il faudrait parler en parsec, mais c'est pas grave. En allant vers cette planète, on tombe sur une petite planète grise. On envoie une équipe de reconnaissance, et là ils découvrent un vaisseau d'exploration avec un espèce de SOS qui était envoyé, mais rien de plus. Et donc on rapatrie le vaisseau dans notre propre vaisseau que j'avais nommé le Voyager pour faire simple. Et donc en fait on se rend compte que le vaisseau il est porteur d'un virus, et on doit isoler toute la zone des hangars du vaisseau. Donc dire isoler, dire tuer une partie de l'équipage qui était il m'est arrivé la même chose. En fait, ouais, c'est l'événement que j'ai vécu juste après la planète météo là. Ouais, donc toi t'as eu la planète météo, moi j'ai la planète bouseux, et après on s'est tous les deux fait avoir par le vaisseau avec son SOS. Ouais, qu'on envoyait sur la planète empoisonnée en fait. Merde. Et donc on a perdu une partie de l'équipage en faisant le vide. On a perdu 2. Moi, de mon côté, j'ai perdu 2 ingénieurs. Donc comment t'as fait toi justement pour contrôler le virus? Ah bah de toute façon, dès que tu ramènes le vaisseau, c'est mort. Hein. Tu purges tout l'air de la zone, en fait. Mm-hmm. Mais t'as le choix en fait. Après... Tu peux soit éjecter le vaisseau du sas, ou tu peux fermer les sas et éjecter l'air, en fait, que l'air. J'ai juste décidé de purger et après faire le vide pour les autres contaminés. Pareil, ouais, de fermer les portes et de purger l'air, voilà. Et puis il y a un chef scientifique qui me dit, médical, je veux dire, qui me dit, ok, il n'y a plus rien dans l'air, c'est bon. Et voilà, on s'est débarrassé du virus au moins. Donc après, tu as dû avoir le même choix que moi. On a le choix entre rejoindre la grande planète rouge initiale, une planète bleue, ou un point qui se déplace dans l'espace. Alors qu'est-ce que tu as fait? Alors moi je suis allé sur Jolsen 3. Attends, je regarde ma carte. Je pense que c'est la grosse planète rouge. Non, c'est Darville, la planète rouge. Donc on a tous les deux pris des choix très différents là. Intéressant. En fait, voilà, moi j'ai suivi le point qui bougeait même, pour te dire. Donc je crois que c'est un vaisseau, non? T'as trouvé toi? Ouais, c'est un vaisseau. Ouais, le vaisseau Ganzig. Ok, c'est cool. Bah écoute, continue, vas-y, dis-moi ce qui s'est passé sur le vaisseau, toi. Bah en fait, c'est là où mon aventure elle commence à partir en sucette, parce que à partir de là, j'ai jamais trouvé la fin. Ou à part, ou bien j'ai fait une erreur de calcul, mais il faut qu'on y revienne. Bref. Donc là on tombe sur on suit le point, et en fait le point c'est un vaisseau extraterrestre qui rentre en communication avec nous, et là il nous dit c'est un Ganzig, un alien. Il nous dit qu'on a dépassé les frontières de la Confédération impériale, et dans l'histoire on demande si on a déjà rencontré un Ganzig ou un mec de la Confédération. C'est des Klingons en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas le cas, donc je les ai jamais rencontrés, donc je continue. Et donc il nous dit que comme on a dépassé les frontières, on va se faire arrêter. Je sais pas pourquoi. Là, je me suis joué Kirk. Donc là, j'ai décidé j'ai aucun état empereur ou civilisation qui me dira de me poser. Donc en fait, tu l'as joué plus Han Solo que Kirk là. J'ai joué. On a le vaisseau le plus rapide de la galaxie. C'est sûr et certain que tu l'as joué Han Solo là. Donc poursuite et combat spatial. Bon vaisseau, hein, donc c'est pas si facile. Et après, je pense que je vais plutôt te laisser la main, parce que je pense que toi t'auras plus de choses à dire. Après, on va se retrouver sûrement. Donc t'as explosé dans l'espace, c'est ça? Non, je l'ai battu le vaisseau. Ok. On sent mal, mais. Ouais. Bah écoute, par la suite, nous on a exploré donc la planète Jolsen 3. Donc on atterrit sur la planète.
Et on arrive vers une citadelle, et puis on rentre à l'intérieur, et on rencontre là un extraterrestre en fait dans une énorme salle informatique, haute technologie, même des ordinateurs qu'on n'a jamais vus de notre vie, tout flotte dans l'air, des sortes de claviers qui ont la taille de synthétiseurs énormes. Donc on lui demande de l'aide. Et il nous demande en fait de tester sa machine dimensionnelle, comme quoi il pourra nous aider. Alors intéressant, un petit détail avant ça, c'est qu'il nous offre à boire et à manger si l'on veut. Donc très sympa, hein, tout se passe vraiment bien. Alors je refuse, je vois qu'il est pas agacé mais déçu en fait, mais je préfère pas consommer, tu vois, ce qu'il me donne, vu qu'on n'a pas les mêmes systèmes anatomiques, hein, ça vaut peut-être pas le coup. Donc je fais ainsi, je rentre dans leur portail en fait pour essayer, parce qu'il me dit que ça peut peut-être nous aider comme technologie à retrouver le chemin vers notre dimension, enfin vers notre galaxie. Donc il m'ouvre le portail et je décide de rentrer dedans malgré je peux peut-être mourir, mais il faut bien participer avec les extraterrestres si on veut demander quelque chose en échange. Je rentre dans le portail et en fait je me retrouve à chuter, mais très lentement, et j'atterris sur une plateforme blanche. Je suis dans un univers complètement noir, et puis après il y a des étoiles qui apparaissent, c'est une sorte de galaxie, voilà, où on flotte au milieu sur une ligne. Et c'est assez bien sympa, et il y a une bonne illustration de cet univers en fait qu'on est en train de marcher dedans. Et là, intéressant, le compas bleu que j'ai eu précédemment sur une planète, il commence à s'érafler dans ma poche. Voilà, je sens qu'il est en train de se frotter contre le tissu, et en fait, qu'est-ce que je fais ? Bah écoute, je me dis, ok, peut-être que c'est le moment que je peux l'utiliser, et je le prends dans ma main, et là où il y avait justement 4 choix en face de moi, différentes directions à prendre, il y a le compas qui m'indique justement le choix à prendre. Donc je suis le compas, et très rapidement en fait je ressors de la dimension et je réapparais dans la salle, le poste scientifique où les extraterrestres étaient en train d'essayer les portails dimensionnels. Et ils se réjouissent de me voir arriver aussi rapidement, ils me disent c'est super, en fait vous venez en fait vous étiez pas dans une simulation, c'était vraiment un petit portail en fait qui permettait de retrouver le chemin vers notre galaxie. Et donc ça a tracé une petite carte de trou noir qui permet justement de savoir lequel on doit prendre, où il apparaît exactement. Donc c'est parfait, je dis ok super. Et donc il me dit que je dois prendre le trou noir qui est le numéro 138. Donc référence au paragraphe 138. Super, écoute... c'est génial quoi, ça veut dire que déjà je sais où je dois aller. Maintenant il me manque quelque chose, et ils me disent bien qu'on n'a pas les renseignements. Mais c'est à quelle date que l'on doit s'y rendre. Quand est-ce qu'on doit apparaître et prendre le trou noir exactement. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que la date spatiale à trouver. C'est une info importante, en plus elle est vraiment fiable. Ouais, et ben en fait Fred, il te faut 2 objets, oui. exactement 2 infos. 2 infos pour réussir cette aventure. Un, il te faut parce que tu vas en trouver plusieurs, alors si je me trompe pas, je crois Fred, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 paragraphes de fin possibles, mais qu'un seul sur les 8 qui est le bon. Mais après... donc les paragraphes de fin c'est plus en fait c'est les trous noirs, mais après il te faut une date spécifique de quel paragraphe. Tu vois déjà moi j'ai déjà eu deux dates différentes, et j'avais un endroit différent de celui-ci, donc ça fait déjà 2. J'ai eu 2 trous noirs différents mais une seule date. Bah écoute, voilà, je retourne sur le vaisseau, et puis je trouve ça super. Par la suite, en fait, on continue. Alors il y a une planète volcanique en face de nous. On la scanne. Je vois que c'est un peu dangereux, donc je dis non. Allez, on saute. Je décide de continuer sans s'embêter à la vérifier. Et puis après, je te dirai ce qui m'arrive, parce qu'on arrive à la planète minière Malini. Mais à toi, Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bon, en fait, pas grand-chose moi par rapport à ça. Comme toi, donc là, je rappelle, j'avais quitté le Ganzidien là, qui voulait nous arrêter. On s'était échappé, on l'avait tué dans l'espace. Donc après, il parle de la fameuse planète grise à 2 années-lumière. Mais je préfère passer devant une petite planète à proximité, la planète volcanique qui sert à rien. Donc on passe notre chemin. Avant d'arriver à la planète grise, on passe devant une station spatiale. Ouais, pareil aussi, en fait, je suis passé devant. On veut faire Hells, mais il y a un message comme quoi d'avertissement qu'il ne faut pas atterrir, donc... je me suis tiré, moi. Je suis tiré aussi, j'ai pensé. Ah merde, on aurait dû y aller, c'est con ça. Et après, donc, on tombe sur la... Bon, en fait, si j'y suis allé dans mes aventures, de savoir ce qui se passe, en fait, il se passe pas grand-chose, c'est juste qu'ils ont il y a un virus, ils ont une maladie, ils sont tous au ralenti là-dedans.
Il se déplace. Est-ce que t'as joué à Dead Space? Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce que tu te souviens? Alors, est-ce que t'as joué aux 2? Non, je peux pas jouer aux 2. Ok, alors peut-être les auditeurs pourront me corriger, mais je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2. Mais ce qui se passe, c'est que dans Dead Space, on doit récupérer une technologie en fait de ralentissement du Stas. Ouais, et en volume. Et pour cela, on doit aller sur un vaisseau cargo qui avait justement plein de Stas. On se décide de s'y rendre. Mais ce qui s'est passé, Fred, en fait, c'est que les comment ils s'appellent, les Xénos, je me souviens plus les. Oui, je m'en souviens plus. Les horreurs dans Dead Space ont fusionné avec le Stas. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont ultra rapides en fait. Ils marchent normalement, mais à cause du Stas, ils ont l'impression de se téléporter. Et donc, on est en train de se battre dans le jeu contre des ennemis qui sont ultra rapides, qui marchent, mais ça fait comme s'ils se téléportaient en face de nous. Et en fait, quand ils nous regardent, ils vibrent. Parce que, tu sais, leur corps est constamment en mouvement. Et c'était assez flippant. Je me souviens plus si c'est dans Dead Space 1 ou 2. Je pense que c'est dans le 2, parce que dans le 1... Ouais. Dans le 2, on peut voyager dans la galaxie. J'allais dire la galaxie. On peut voyager dans l'espace. Dans le 2, c'est assez bien fait. On prend en fait des petits navires, des petits fusées qui peuvent nous guider à différents vaisseaux. Donc dans le 2, en fait, tu te balades d'un énorme vaisseau à une station d'essence, après à un autre qui a un navire en fait tu sais, qui accoste les grands vaisseaux, quoi, qui les tire. Donc c'était assez bien fait. Et je crois que dans l'un des vaisseaux, voilà, il fallait récupérer du Stas en source et c'était assez fucked up parce que les ennemis, voilà, avaient fusionné avec la technologie. Alors déjà qu'ils sont flippants, mais là ils étaient encore plus. C'était assez pétrifiant la première fois que t'en vois un parce que tu vois, il te regarde et c'est comme s'il bougeait, mais il bouge pas. Tu sais, sa peau est constamment en mouvement. C'était assez bizarre. Comme des pulsations horrifiques. Et puis bien sûr, Dead Space qui est la fusion de The Thing dans l'espace. Le tout est bien cauchemardesque. Bref, Fred, voilà. Ça me fait penser à ça si tu me dis ce qui se passe sur la station. Ouais. Sauf que là, ils étaient normaux, les gens. C'était pas des mutants. Des trucs qui veulent te bouffer et te couper en deux, quoi. Faut leur tirer dans les bras pour qu'ils arrêtent de te faire chier. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes fan de Dead Space, t'as vu qu'il y a le 4 qui a été confirmé, donc le retour de Isaac. Je savais même pas qu'ils avaient fait un 3, tu vois. Ah, le 3, il est vraiment intéressant, mais il est un peu abîmé par le DLC, donc c'est les achats intérieurs dans le jeu. Ça, c'est la mort du petit commerce, ça, monsieur. Ah, c'est relou ça dans les jeux vidéo. C'est de moins en moins maintenant parce qu'ils se rendent compte que les gens aiment moins ça. Donc c'est en train de se dissiper un peu des jeux en général. On va revenir à notre affaire sinon. Et la planète grise ça s'appelle déjà de Malinite. Malinite. Bah oui, allez, Malini. Moi c'était Malini la planète. Et la Malinite c'est la roche qu'on extrait. Sur la planète Malini, on est. Donc en fait on arrive près de cette planète là et comme à chaque fois qu'on rencontre une planète on fait un balayage radio, on communique pour dire on est là. Cette fois-ci on a une réponse par un mec qui s'appelle Stoffel, un mec ils sont comment dire, les Maliniens, ils ressemblent à des petits gris, je crois, c'est ça. Ouais, ça me fait penser, tu sais, au chef. Oh mon dieu, la référence pourrie, mais ça me fait penser à ça. C'est le chef des Gungans dans épisode 1 de Star Wars. D'accord. Tu sais, il est très différent des autres Gungans, en fait. C'est un sorte d'homme escargot, mais sans la carapace. Crapaud, escargot. Je sais pas, c'est une fusion bizarre. Mais ça me fait penser à ça. Et de toute façon, la Fred, on a fait tous les deux le même choix, on a atterri là-dessus. Donc vas-y, continue, qu'est-ce qui s'est passé? Problème de fréquence? Oui, donc lui, il dit Stanley Stoffel, il dit que c'est une planète minière, on extrait la malinite, qui est, voilà. Il dit qu'en ce moment, il y a des épreuves qui sont des compétitions sportives qui nous invitent à suivre, parce que ça fait le plaisir des gens qui travaillent, c'est un peu l'événement sur cette planète. Il nous donne des coordonnées pour atterrir, mais comme il y a des grésillements sur la radio, on n'est pas sûr des coordonnées exactes, et donc du coup, on a deux choix. Voilà, en fait, sur les 10 chiffres, on a un problème sur les 2 derniers, en fait. Ouais, c'est les 2 derniers. Comme par hasard. Que moi, forcément, j'ai pris le mauvais. Ah bah non, t'es pas le seul. Pour une fois. Et donc, là, ça nous fait faire un petit combat on sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais juste on arrive près de Dôme, et il y a des sirènes qui retentissent, et là, les mecs qui ressemblent à Stoffel, les petits, ils se jettent sur nous. Donc là, j'ai pas réfléchi, ils arrivent armés, moi j'ai sorti mes armes tout de suite. Ah ouais, moi je me suis rendu, moi. Tu t'es rendu, toi? Ah, moi j'ai déposé les armes tout de suite. Je la joue, comme je dis, je la joue très Picard. Hein. Moi, ils sortent avec des flingues, je leur tire dessus. Hein, je vais pas prendre le risque qu'ils me tirent dessus.
Non, moi, bah écoute, moi de mon côté, j'ai posé les armes, ils ont vu, donc ils ont dit ok, bon, ils se rendent, très bien, bah venez avec nous, et je me suis fait escorter. Mais tout de suite, je leur dis voilà, je veux voir votre chef, il y a eu un problème de fréquence et ils nous écoutent pas. Mais ils nous ont emmenés dans un bâtiment c'est une sorte de prison en fait, un système de sécurité. Et là, il y avait un dirigeant. Je lui ai dit écoutez, s'il vous plaît, écoutez-nous. Il y a un problème de fréquence. Et le mec il m'écoute et en fait, il a contacté. Donc comment il s'appelle le diplomate là Stoffel. Et puis Stoffel il dit ah ok. Et puis il nous a communiqué et puis il est venu nous chercher en fait. Donc, et toi alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce combat? Voilà, je tue des extraterrestres à eux, mais c'est pas grave, je me téléporte à bonnes coordonnées juste après. Pas de soucis. Et en fait, on trouve Stoffel qui on lui parle de notre problème, il semble pouvoir nous aider, il nous dit ah oui, moi j'ai un ami, on pourra voir ça, on pourra calculer tout ça. Mais sauf que là, il y a un message qui retentit, il dit qu'il a appelé d'urgence aux arêtes, donc il s'en va. Donc nous, on est là comme un con à l'attendre. Au bout d'un moment, au bout d'une heure, il y a un robot qui arrive, un robot sur coussin d'air, et il semble surpris de notre présence. Donc on voit qu'il fait des appels avec sa base, tout ça pour savoir quoi faire. Il nous demande de le suivre, on peut refuser ou pas. Donc moi je l'ai suivi. Donc là on nous met dans une pièce, le robot il se barre, il se passe rien. Donc en fait on se rend compte que c'est une prison. Là il y a des gardes qui arrivent, on essaie de les convaincre de notre situation. Ils nous demandent si on vient pour les épreuves. Moi je dis non, j'essaie de les convaincre de notre situation. En réussissant un test d'habilité, ils nous croient. Et en fait ils nous ramènent auprès de leur chef et de Stoffel. Donc tout semble se régler, l'imbroglio, tout ça. Ils nous disent maintenant, comme vous êtes là, vous allez regarder le spectacle et d'ici vous aurez une bonne vue. Puis en fin de compte, ils se rendent compte que malgré leurs bonnes apparences et tout ça, ils vont nous obliger à combattre dans l'arène, quoi. Ah nous, quand Stoffel est venu nous chercher après, il nous dit de le suivre et puis il nous laisse attendre dans une salle. Et il se barre et en fait on se rend compte qu'il y a des gardes qui nous disent de nous habiller, nous préparer une c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, salopard, va. Stoffel, dans la tapeau. Oui, et donc là, les portes s'ouvrent et là, c'est la couverture du bouquin. Exactement. Ouais. Et donc la couverture suit le bouquin, c'est bien parce que c'est pas toujours le cas. Non, souvent c'est soit atmosphérique ou pas tout à fait exact, mais là, ouais, en effet, c'est bien une partie de l'histoire que l'on vit, ouais. Moi j'ai pris Blaskowitz avec moi, mon chef technicien, et grâce à ça, il a vu le robot quand il tourne là pour donner des coups avec ses mains en rasoir. Il dit que ça ouvre en fait visibilité à l'accès de ses circuits. Donc on trouve un point faible et on gagne des points de dégâts en plus contre lui. Ah bon, parce que j'ai même pas eu ce choix-là, moi. Ils m'ont juste dit que le robot, en fait, il craignait pas le surnombre, parce qu'il y a une règle de surnombre dans ce bouquin, comme on prend des équipes. Ouais. Est-ce que t'as pris ton chef technicien, par contre? Non, j'ai pas pris. C'est pour ça. Ouais, mais je m'en souviens pas qu'il m'ait proposé de. Ah ouais. Ah, j'ai eu, ouais. Comme quoi, je pouvais essayer de trouver, voir. Peut-être c'est parce on est allé dans la salle des arènes différemment. Ouais, peut-être, je sais pas. En sachant que oui, alors passons. Moi, c'est plutôt l'inverse. Ils me disent dès que vous avez réussi un tir contre le robot, rendez-vous à tel paragraphe. Et là, ils me disent en fait le truc il est méga armé. Les dégâts ils passent sur un 5 ou 6. Il est méga blindé. Ouais, il est armé, mais nous c'était masse contondante dans ce cas-là et on allait au corps à corps pour essayer de bousiller son circuit intérieur. Ah non, c'est juste vous tirer dessus avec les armes. En fait, ils se précisent pas trop. Ils disent juste que t'as des bonus en dégâts, c'est tout sur tes armes. Ah, nous, c'était un peu différent, comme on avait des armes contondantes, quoi. C'est marrant, le match était différent. Ah, sympa. Bon, après, le truc, il a pas beaucoup. C'est-à-dire que dès que t'arrives à passer son armure, ça va, mais. Donc voilà. Donc par contre, s'ils sont pas nos petits gris là, dès qu'on a réussi le combat, par contre, après tout semble aller mieux. On est récompensé en malinite, là, le minerai. On est relâché, on retrouve notre liberté, ce qui est pas mal. Ouais. Et en leur expliquant notre problème, ils nous conduisent au centre astronautique et là il y a un scientifique qui calcule les coordonnées du trou noir. Ouais, il nous donne des autres coordonnées. Mais moi, j'y crois pas trop vu que j'ai eu sur la planète, moi je savais pas, c'est les seules coordonnées que j'ai jamais eu de l'aventure. Moi j'y croyais dur comme fer, mon gars. Moi je pensais que comme c'est un passage obligé, qu'on avait de passer les épreuves, que c'est la couverture, que les informations qu'ils me donnaient, elles étaient bonnes. Merde. Qu'est-ce qui t'est arrivé après par la suite? Le mec il est pas content du livre, quoi. Ça me fait trop rire. Qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite alors? Après, donc il y a une autre station spatiale en forme de roue.
Là, tu peux atterrir et en fait, non, bon, là, je vais faire la façon dont je suis allé. Moi, je suis pas allé. Après, on me demande d'aller à une petite planète verte. Oui. Terrial. Non, moi c'est directement celle des Gaïatoliens, ceux que tu m'as parlé tout à l'heure là. Ah, la planète magnétique. Non, ceux qu'il a fait un jeu de mots avec le nom de. Ouais, c'est Terrial normalement. Enfin, ça doit être le nom anglais de la planète. Bah là, ça c'est les Gaïatoliens. Ouais, c'est ça. Ouais, les Gaïatoliens qui sont très importants dans l'aventure. Ouais. Fred, je crois qu'on a vécu la même chose. Vas-y, toi. Ouais, juste, je vais passer par la station spatiale, qui est un endroit où on peut arriver de différentes façons. Là-dedans, on te propose de réparer ton astronef, te divertir ou parler avec le chef de la base. Et moi, le chef de la base, donc quand tu parles avec lui, il m'avait donné, en lui expliquant toujours le problème, il a une tête de sablier. Et en fait, il te donne des mesures de temps aussi pour rejoindre notre univers, entre guillemets. Une tête de sablier. Ouais. Ah, sympa. Sympa, ouais. Sympa. Donc, qu'est-ce qui se passe sur la planète bleue, voilà. Verte. Moi, c'était vert. Oui, verte. Ouais. Verte, ok. Bah écoute, on se rend compte on arrive dessus, puis on est accueilli par un peuple qui ont des têtes, en fait, c'est assez intéressant, mais... comme des diamants en fait, assez longs, c'est mélange d'une tête de tyrodactyle, d'alien mais en forme de diamant, et puis il y a leur visage qui est bien au milieu. Donc en fait c'est des mentons et voilà, la tête qui est assez long. Ils ont d'énormes robes noires, et puis ils nous regardent tous quand on arrive dessus, ils sont pas hostiles, tant que nous on l'est pas, donc je sors pas les armes, rien. J'attends de voir un peu ce qui se passe, et puis il y en a un qui vient nous accueillir, mais en fait on se rend compte tout autour de nous qu'il y a beaucoup d'enfants. Et eux, ils portent pas de robe ni rien, ils portent juste une sorte de slip, un caleçon, quoi, ou un short. Et ils sont en train de jouer, et puis ils discutent entre eux. Et puis il y a un des enfants qui vient me voir et qui me dit de le suivre. Je dis, ok, bon, c'est assez intéressant ça. Donc l'autre qui m'a accueilli, je le remercie, et puis je suis l'enfant. Et en fait, l'enfant, il nous ramène dans une grande salle de recherche où ils sont tous autour de nous, et on comprend rapidement que la société, elle est menée ou elle est dirigée en fait par les enfants et pas par les adultes. C'est un peu l'inverse. Les adultes en fait ne sont pas aussi intelligents que les enfants. Et donc l'enfant lui-même, il me dit peut-être qu'on peut vous aider. On a énormément de technologie ici. Et qu'est-ce que vous cherchez? Alors je lui dis notre problème, voilà, qu'on est perdu dans l'espace, mais bon, nous on a trouvé un trou noir, mais on sait pas quelle date il faut qu'on s'y rende. Et il nous dit écoute, moi je te propose un échange. Je te donne la date de ton retour, mais tu me laisses explorer et découvrir la technologie de ton vaisseau. Et en échange, je peux guérir tes équipiers. On a pas mal de soins, de produits biotiques, médicaux, tout ce qu'il faut. En fait, il te propose les deux. Ou bien tu veux que je soigne ton équipage, ou bien tu veux que je t'aide. Mais dans les deux cas, la contrepartie, c'est accéder au vaisseau et à son système d'armement et de défense. C'est ça. Donc moi je lui dis ok, vas-y, ça marche. Et puis il me dit que la date de retour en fait c'est la Stardate 21. Ouais. Donc marrant, ça me faisait penser au 21e siècle. Ouais. Et je lui dis ok, merci, mais après voilà, c'est ça, il veut vérifier le vaisseau, donc je l'interdis pas. Je dis bah écoute, c'est un échange, hein. Soit je refuse et je m'en vais, ou soit j'accepte. Donc il explore notre vaisseau, il prend note, et puis il guérit. Donc je crois que c'est mon chef scientifique, Page, qui est enfin guéri à 100%. Et puis voilà, il nous remercie, puis il part. Et donc, c'est la fin du livre, je décide de sauter la station spatiale, là, il est temps d'entrer à la maison. Donc voilà, écoute, je fais le calcul, et puis ça me permet justement de prendre le portail temporel, ce qui nous téléporte dans une autre dimension, et que voilà, on se réveille enfin, et on se rend compte qu'on est bien dans notre système solaire. Voilà, on voit la planète, et puis on arrive à contacter la base, et puis on nous répond bien qu'on est bien retourné au bon temps, et voilà, la bonne galaxie. Voilà, fin de l'histoire, Fred, de mon côté. Oui, bah moi en fait, comme j'avais jamais eu l'information du peuple éléphant là, et du compas, en fait c'est grâce au compas que tu résous le truc. Ouais, que tu arrives justement à te balader dans l'expérience dimensionnelle. Donc en fait, bon, quand parce qu'avant t'as un chapitre et te dit, bah après la planète grise ou la station spatiale te dit, bon, est-ce que vous estimez que vous avez les informations pour tenter votre chance ou pas? Donc tu peux tenter ta chance. Donc si t'as les bonnes coordonnées, c'est la bonne fin. Si t'as les mauvaises coordonnées, bah tu vas dans un trou noir et en fait c'est pas le bon, ou c'est pas le bon moment. Et si tu persistes à dire que tu veux encore plus d'infos,
en fait ton équipage il commence un peu à pas se retourner contre toi, mais il y a des tensions, il y a des suicides, et puis en fin de compte on te dit tiens il y a un trou noir à proximité, vous y allez, puis vous vous faites encore une fois happer par un trou noir, quoi. Oh merde, c'est la fin, c'est Solarium, toi. Ouais, c'est Solarium. Ouais. Oh merde. Donc moi j'ai jamais rencontré les éléphants et puis ceux qui faisaient le petit jeu là mais c'est bien dommage, parce que moi du coup je me suis fait balader, et moi du coup à la fin je pensais que les enfants ils s'étaient foutus de ma gueule, et j'étais pas content. Parce que on n'est pas très rassuré quand même quand on les laisse accéder au vaisseau. Après on se dit est-ce qu'on va pouvoir démarrer, s'ils vont pas nous tirer dessus. Bon bref. Ouais, en fait il y a 3 planètes importantes à visiter. Il y a la première, c'est celle de la météo et les éléphants là, enfin les humanoïdes éléphants, parce que ça te permet d'avoir le compas. Deuxième, c'est la planète des c'est en fait des gens qui font des expériences scientifiques sur les trous noirs, parce que le compas t'aide à trouver le bon passage dans le trou noir, ce qui te donne la bonne carte. Le bon trou noir à choisir. Et puis la dernière, après, t'as pas besoin des 2 précédents, parce que là, c'est plus de faire confiance aux enfants, et puis de l'écouter, et d'avoir la bonne date. Oui, mais pour le... Ah oui. Donc c'est plus facile, en fait, dans l'aventure, de trouver la bonne date que le bon portail, le bon trou noir. Donc Fred, juste pour information, qu'est-ce qu'on a raté? J'ai une carte, en fait, du jeu, là, je la mettrai sur notre site web, qui est assez bien fait. Quelqu'un l'a illustré. Donc il y a une base spatiale tout au début du jeu qui tu te souviens, il y a un vaisseau spatial qui est le Ganzig, et après il y a leur base spatiale. Donc il y a la planète qu'on a discutée, Fioral, après il y a Prax, c'est la grande planète rouge, Kulmater, c'est la planète étoile violette. Il y a un champ d'astéroïdes, il y a une planète avec de hauts vents. Il y a la Macomon, je crois que c'est une planète de plusieurs planètes jumelles, Siba, une autre planète. Il y en a une aquatique. Il y a un champ de météorites, il y a une planète végétale. Après il y a Siba. Par la suite il y a la planète empoisonnée, où laquelle on envoie les scouts. Jolsen 3, planète volcanique, un autre vaisseau Ganzig, une planète volcanique d'Arville, l'astroport, la planète minière Malini, une planète magnétique, Terial, la planète de fin là avec les enfants, et puis après il y a le Starport, donc la base spatiale qu'on a trouvée avant d'arriver donc aux 8 différents trous noirs que l'on peut prendre pour finir l'aventure. Ok. Ça fait un joli cheminement. On essaie de résumer un petit peu. Donc en effet, on a quand même réussi à faire tous les deux, je dirais un tiers, quasiment la moitié de l'aventure. Enfin, l'exploration de l'espace. Rejouabilité. Très très bonne rejouabilité en effet. Je pense que écoute Fred, ça nous amène un petit peu à discuter de notre critique. Donc qu'est-ce qu'on en pense de ce livre? Je te laisse commencer toi. Entreprise louable, moi je commencerai par ça, de space opéra dans un livre d'Ozo Tellero, on peut qu'applaudir des deux mains. Puis vraiment le principe de la découverte, les races extraterrestres, les problématiques, c'est passionnant. Moi je me suis vraiment lancé avec beaucoup d'entrain dans ce jeu-là. Et voilà, moi je trouve vraiment qu'il y a des bons moments. Après il y a toujours ce que je reprocherai un peu au livre d'Ozo Tellero, c'est pas le côté pervers des auteurs, mais t'as l'impression des fois plus tu prends l'initiative et plus tu te fais taper dessus, ou des fois t'as tendance à plus trop explorer ce que tu dis quand c'est pas intéressant, ce que tu dis plus je vais explorer, plus je vais perdre de gars. Donc oui, un petit côté, moi du coup j'ai l'impression que c'est c'est pas au hasard, mais tu tombes sur les bonnes infos en explorant les planètes qu'il faut, quoi. Si tu explores les autres, c'est tant pis pour toi. Et moi, ce que je regrette et que j'en ai parlé un petit peu au début, c'est que c'est un système donc d'indices avec tu trouves le bon paragraphe en reliant des infos. Forcément, t'en donnes plusieurs pour t'embrouiller. Et moi, j'aime pas trop parce que ça te fait aller jusqu'à la fin du bouquin pour te rendre compte que tu t'es fait balader. Et je préfère qu'on m'arrête avant, qu'on me tue et que je recommence plutôt qu'on fasse aller à bouquin et puis qu'on me dise bah non, tu t'es gouré, je fais le truc, tu peux tout recommencer. Et moi, c'est vraiment un truc frustrant, je trouve. C'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure des livres dans Z le héros, dans les volumes plus tard. Je pense qu'on le verra dans le prochain science-fiction qu'on va lire, qu'il y aura pas du tout ce côté-là, en fait, du one way, en fait, le chemin. Là, on est pas exactement le chemin unique, mais en effet, comme tu disais, il nous faut ces paragraphes clés, quoi. Si on n'y va pas là, c'est impossible de finir l'aventure. Ouais. Et les écrivains, plus tard, en fait, ils commencent à nous donner des choix alternatifs pour finir l'histoire. Donc, on se retrouve un peu moins frustré et toujours avec la possibilité de finir l'histoire.
Non, bah oui, bah après, moi, c'est juste que je dis juste qu'ils t'emmènent jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, tu t'es gouré, bah voilà, ils te mettent dans une impasse, ils te font crever, mais ils te font pas faire encore le quart des trucs, et ils te disent, bah non, c'est pas ça, tu peux tout refaire. Donc ça, c'est un peu le même principe que le Rendez-vous avec la mort, et moi qui m'avais vraiment dégoûté des livres dont vous êtes le héros à l'époque, bon, j'étais jeune. Ouais, bien sûr, moi j'ai arrêté de les lire à cause de ça, quoi, j'arrivais jamais à les finir. Donc oui, bon là, je pense que toi tu l'as réussi du premier coup. Moi, en 3 fois, j'ai pas réussi. J'ai pas trop changé mon cheminement parce que je pensais que j'avais la réponse sur la fin. En fait, la réponse était au début de l'aventure. Mais sinon, moi après, à part que ce soit un peu du space opéra, un peu vieillot, ouais, bah, j'adore ce genre d'univers et pour moi, la science-fiction en livre de héros, ça fonctionne totalement. Et là, les différents types de combats entre le vaisseau, phaser corps à corps, la gestion de son équipe, il y a un côté, comme on disait, c'est pas un personnage tout seul qui est mis en avant, c'est une équipe et toi tu fais tes choix et ça franchement c'est au niveau des mécanismes de jeu on peut que les applaudir et c'était vraiment bien trouvé quoi. Écoute, de mon côté, moi je trouve qu'en effet c'est le 4e livre de la saga, on sait que ça démarre, hein, les aventures sont, comme on vient de dire à l'instant, il faut bien trouver les bons paragraphes, sinon on peut pas finir, donc on sent ce début des défis fantastiques, qui se perd bien plus tard après, hein, le marais au scorpion et choses comme ça, où on a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités, bref. Malgré ça, moi je trouve que c'est vraiment une aventure unique, fantastique, vraiment amusante, ce qu'on dit pour le terme des jeux vidéo, hein, le gameplay, rejouabilité, ouais, super. Très très amusant de gérer des combats spatials, malgré que j'en ai eu aucun, moi, dans mon lecture. Mais les combats sur Terre et tout, c'est assez amusant. Mais moi, j'aime bien les livres qui te permettent justement de faire aucun combat. Je trouve ça vraiment intéressant. Comme quoi, il y a toujours plusieurs façons de résoudre. Cela ne veut pas dire aussi qu'il va nous arriver que de choses positives. Hein. Peut-être qu'il y a des ennuis, mais au moins celui de ne pas perdre un coéquipier. Le fait de nommer son équipage, son vaisseau, ça ajoute beaucoup, je pense, à l'atmosphère du livre, à vraiment s'intégrer dans la peau de notre équipage. La couverture joue beaucoup, hein. Je sais qu'il faut pas juger un livre sur sa couverture, mais là, les livres dont vous êtes le héros, il faut carrément, parce que c'est toujours du positif, quoi. Ça donne toujours un peu plus, et la couverture m'a tellement enchanté quand j'étais plus jeune, quand j'avais lu, que même là, maintenant, de le relire, de remater cette couverture à chaque fois, je dis, la vache, quand même, ça fait bien SF, et on se régale vraiment, quoi. C'est prometteur, et ça livre. Il n'y a pas que des combats de gladiateurs, mais il y a bien ce côté, en fait, où on peut trouver de tout dans la galaxie, quoi. Et en effet, c'est ce qui se passe dans le livre. Il se passe beaucoup de choses. Steve Jackson s'amuse beaucoup à nous créer de différentes situations avec différentes façons de régler ou de résoudre les problèmes et vraiment quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est un livre que je recommande vraiment dans la saga des thèmes science-fiction, des défis fantastiques, très très amusants. Et puis Fred, voilà, moi je suis content qu'on continue à attaquer les livres de SF quoi pour le prochain podcast parce que y en a d'autres qui sont bien différents et qui vont nous permettre justement de bien s'amuser autant. Et d'ailleurs le choix est fait ou pas ? Alors le choix n'est pas fait encore. Auditeurs, si vous souhaitez nous faire une référence, allez-y parce qu'avec Fred on va en faire plusieurs. Donc vous pouvez nous écrire à bureau@to-seti.org. Et Fred, en effet, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Moi je pense surtout Justicier de l'univers, mais il y a aussi le mercenaire de l'espace. Les trafiquants de Kelter, mais il y en a un que je voulais vraiment qu'on fasse. Oh tiens, j'avais oublié, il y a aussi la planète rebelle, qui a une excellente couverture. Mais Fred, je pense que celui que je vais te proposer va bien te plaire parce qu'il a une couverture qui est complètement fou, je trouve, fada quoi. C'est le chasseur des étoiles. Alors, j'ai pas envie de te dire ce que je vais faire. Oui, je pense que c'est un espèce de Minotaure, Minotaure qui fait le surfeur d'argent. Ouais, c'est ça, dans un sort de tunnel où on voit un éclat de plasma. Enfin non, il a une épée en fait à plasma avec un sorte de revolver laser. Et voilà, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et celui-ci, il a été écrit par Luke Sharp, donc ça pourrait être assez intéressant de lire. Donc voilà, écoute, on a le choix, hein, donc on a à quoi se régaler hein, pour le prochain podcast. Ouais, puis ça a changé des grosses épées et des barbares. Ouais, mais on n'oublie pas nos sagas en cours qu'on terminera avec plaisir, dont La Voix du Tigre et Loup Ardent. Bien sûr, bien sûr. Et puis après, moi, il faut que je t'embarque sur Sorcellerie. Ouais.
Parce qu'on a Bon, ça, encore sur série, ça va, c'est quoi, c'est 4 bouquins, ça, 5? C'est 4 bouquins, ouais, mais c'est bien plus compliqué que tu le penses. C'est très difficile de survivre. Je pense que tu vas être obligé de tricher pour arriver à la fin, toi. Trichons gaiement. Donc voilà, écoute, on a ce qu'il faut en science-fiction hein, pour bien s'amuser. Fred, écoute, ce fut un plaisir, mais avant de se quitter, on se pose la petite question pop culture du moment. Quelle est ta suggestion ludique ? Oh là là, j'étais pas du tout prêt. Il y a Twin Peaks qui va sortir en série. Si vous n'avez pas vu, regardez la série originale. Voilà. Ouais. Comme moi. Ah, t'as jamais vu Twin Peaks ? Bah écoute, Non. tu vas bien te régaler. Bah, super. Est-ce que tu sais qui a tué Laura Palmer ? Le mec qui s'est fait dans le miroir parce qu'il. Bob ? Ouais. Est-ce J'ai que pas tu- tout compris, mais en fait c'est un problème de tournage en fait. Non, je te laisse voir, je te dis pas plus. Est-ce que tu as vu le film de Lynch, Firewall With Me ? Non, mais je l'ai dans mon coffret, donc je sais pas si je commence par la série ou par Non, commence par la série. Regarde le film, tu le regardes à la fin de la série. Parce que le film, en fait, c'est le préquel de la série. Ouais, je sais que c'est préquel, mais si Ouais. c'est préquel, on peut le regarder avant. Je sais qu'il a été fait après. Ah ouais, mais ça te spoil la série. Ça te Bah, faut spoil. pas, alors. Parce que le préquel, en fait, te dit qui est le tueur. Ouais. Donc il faut pas, il faut que tu regardes à la fin, là, il faut que tu gardes le mystère pendant les épisodes. Ah super la référence. Écoute, moi Fred, j'ai une petite référence série télé et en même temps une référence jeu vidéo. Donc la télé, c'est une série là qui vient de sortir, qui est assez récente, qui a que 3 épisodes pour l'instant, mais c'est la série Riverdale. Donc pour ceux qui connaissent Archie, donc c'est un comics américain hein, qui fait très années 30-40, plutôt 40-50, qui raconte l'histoire de Archie, un rouquin, voilà, qui a 2 superbes filles, Betty et Veronica, qui courent après. Il a son ami Jughead qui mange des cheeseburgers. Donc c'est un truc qui fait bien rétro. Sauf que la CW, donc c'est la chaîne qui produit toutes les séries d'ici ces temps-ci, Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, bref, et ils sont en train de produire donc Riverdale. Qui est donc la ville où se passe Archie Comics. Donc c'est l'histoire de Archie, mais au lieu de donner ce ton très années 40-50 du nuche, c'est un ton Twin Peaks. Il y a un meurtre, un mystère, et puis tout est un peu euphorique, un peu bizarre. Tu sais, tu sens que tout le monde a un passé obscur et c'est développé comme un mystère en fait qui se passe à l'époque du lycée quoi. Enfin pas à l'époque je veux dire mais avec des lycéens et ça c'est cool et c'est très néon donc moi tu me connais j'aime beaucoup ce style années 80 néo synthé noir qui revient à la mode hein, comme Only God Forgives, Drive qui est le plus classique de ces films comme ça mais il y a aussi Cold in July, Maniac avec Elijah Wood, bref tout ce style graphique très puissant sur les couleurs, les contrastes et les couleurs rose, violet, rouge fort mais c'est aussi le ton de la série, tout est un peu écarté de la réalité et je veux pas dire science-fiction, je veux dire juste la façon dont les gens réagissent ou ce qui se passe, tu sens qu'il y a beaucoup plus de réflexion en fait sur ce qui se passe. C'est un ton très spécifique à maîtriser à la réalisation. Donc voilà, super, le 3e épisode est sorti, très très amusant avec de super acteurs, hein, très chouette. Ce côté Twin Peaks est très bon, il y a des très très beaux plans dans le premier épisode du pilote. Hein. Et ma référence jeu vidéo, ça serait Necropolis. C'est un hack and slash à la... En fait, c'est un peu du... Imagine un roguelike de Dark Souls. Voilà ce que c'est. Roguelike. Un roguelike de Dark Souls. Tu commences avec un mec dans une crypte, il y a 10 niveaux, il faut que tu essaies d'arriver au 10e. Et à chaque fois, tu peux acheter des grimoires pour avoir des sorts, tu trouves des potions, des épées, des armes, des boucliers, différents ennemis. Et c'est est-ce que tu peux arriver au niveau 10 sans crever? Voilà, à chaque fois tu crèves, mais tu gardes une quantité d'XP très spécifique, mais tu recommences toujours avec ton équipement à 0. Très amusant. Voilà, Fred. Bah écoute, sur ce, je te propose qu'on se quitte sur un morceau de musique, et puis on se dit à très bientôt pour de la SF. À très bientôt pour de la SF en 2017. C'est ça le trip. Exactement. Pour se quitter, on se fait un petit morceau de musique de Yoshie Arakawa et Yoshinori Kawamoto. Donc, qui sont ces deux compositeurs? En fait, ce sont compositeurs Nintendo qui ont travaillé sur les musiques des derniers Star Fox ou Star Wing en France. Hein? Non, c'était Star Fox. C'est Star Wing, donc c'est Star Wing en Amérique, Lilatoire, ouais. Star Fox, mon dieu, toutes les traductions possibles. Mais je te propose d'écouter un bon thème de bataille de dogfight spatial qui s'intitule très proprement Mid-Air Battle. Ah. Bon bye bye là-dessus. Ouais. Et bon vol. Fred, je te dis à très bientôt dans une galaxie très lointaine. Et pas tragique. Et pas tragique, ça roule. Allez, salut mec.
Tchuss. Salut tout le monde et passez une excellente journée ou soirée. Tchuss.